Salut tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 32e épisode de la balado de Fred Savard. 32 épisodes, déjà, ça passe vite. On va se rendre comme ça jusqu'à la fin du mois de juin. J'avais dit une trentaine d'épisodes en début de campagne. Visiblement, ça va être une quarantaine d'épisodes. Mais c'est pas grave. Au contraire. Mais oui, il y aura pause, évidemment, cet été. Mais il y aura une saison 4, je vous l'annonce tout de suite. Je l'ai peut-être déjà dit. J'oublie des fois de ce que je dis d'une semaine à l'autre, je dois l'avouer. Particulièrement ces temps-ci où j'ai la tête pleine et les heures de sommeil parfois un peu manquantes, mais tout va bien. Ça pourrait être pire. Je pourrais être la mère du petit Miville. Je ne suis que le père. Mais oui, alors beaucoup de belles coliques cette semaine. On salue tous les parents qui ont de jeunes enfants. Je ne m'en rappelais plus. Ça faisait 16 ans, moi, que j'avais pas eu de jeunes poupons. Je ne m'en rappelais plus de l'épisode colique. Mais ça va très bien. On est très contents. Il est magnifique. Et voilà. Des nouvelles de mon vaccin. Donc, je dis ça parce que c'était dans l'actualité cette semaine. Mais d'ailleurs, peut-on se féliciter collectivement de la campagne de vaccination? Elle va très bien, vraiment. Et là, je sais que cette semaine, à peu près tout le monde va pouvoir se prendre un rendez-vous pour aller se faire vacciner et possiblement même les étudiants des écoles secondaires d'ici la fin du mois de juin. Je sais que le projet de la santé publique est en cours d'approbation, mais ça serait vraiment extraordinaire. Mais vraiment, ça va très, très bien. On a été très critiques, moi le premier, envers ce gouvernement pendant la pandémie. Je pense que c'est important de l'être aussi et de pas sombrer dans l'autre inverse, qu'il y ait un juste milieu, mais quand il y a des bons coups, il faut quand même le souligner. Je l'ai dit la semaine dernière, Christian Dubé, entre autres, qui a fait un autre point de presse cette semaine sans M. Legault. Et franchement, ça faisait du bien un peu de mettre de côté la politique et de s'en tenir aux faits et à la diffusion d'informations. Et M. Dubé mène ça de main de maître, on doit le dire. Et tout le personnel, évidemment, qui s'affaire à vacciner les Québécois et les Québécoises. Cela dit, il y a encore des réfractaires, mais moins qu'en début de première vague, et c'est ce que nous apprenait le Devoir cette semaine. C'est en fait les données d'un sondage de l'Institut national de la santé publique auprès de 6600 personnes effectuées entre le 1er mars et le 19 avril dernier. Et on est à peu près à 10% du nombre de Québécois qui refusent toujours de se faire vacciner. Et c'est comme ça à chaque campagne de vaccination. Il y a des gens qui décident de ne pas vouloir se faire vacciner. Évidemment, dans un contexte de pandémie, là, ça a un impact différent. Malgré que ce soit la rougeole ou la COVID, je pense qu'il y a des impacts. Mais bon, l'influenza, que des gens décident de se faire vacciner ou non, ça n'a pas un impact réel. Ou en tout cas, ça n'a pas un grand impact sur le vivre ensemble. Évidemment, on suggère toujours aux gens qui ont des problèmes respiratoires, entre autres, les personnes âgées, les personnes à risque de se faire vacciner pour l'influenza. Il y a plein de gens qui sont dans ces clientèles-là qui décident de ne pas le faire et il n'y a rien de problématique là-dedans. Je pense qu'on doit quand même respecter le choix des gens de se faire vacciner ou non, mais dans un contexte de pandémie où l'économie, le risque que représente le fait de se faire vacciner ou non par rapport aux autres, là, c'est un autre débat qu'on ne fera pas aujourd'hui, cela dit, mais reste que les chiffres sont meilleurs que moi je pensais, parce qu'en début de première vague, on était quand même à peu près à 20% des gens qui refusaient, qui n'allaient pas se faire vacciner, et là, c'est tombé à 10%. C'est quand même intéressant. On remarque que ce sont surtout les femmes qui sont réfractaires avec plusieurs raisons qui ont rapport à la santé des femmes. On le sait, entre autres, le vaccin AstraZeneca comportait certains risques. J'avoue que l'information est difficile à avoir. Il y a beaucoup de contradictions. Et là, on l'a vu cette semaine, je pense que la réalité a frappé. Il y a une femme de la Montérégie qui est décédée d'une thrombose qui serait reliée au vaccin AstraZeneca. Le vaccin que j'ai reçu, moi, ça fait, au moment où on se parle, ça fait 10 jours et tout va bien. Donc, voilà. J'ai pas eu trop d'effets secondaires. Léger mal de tête le lendemain, mais c'est tout. Je sais que j'ai des amis qui l'ont reçu et eux ont eu des courbatures, ont été au lit presque 2 jours. En tout cas, qui avaient envie d'être au lit pendant 2 jours à la suite de l'injection. Mais voilà. Donc, pour ce qui est des femmes, il y a encore 13% en fait
des femmes sondées qui ne veulent pas être vaccinées, contrairement à 7% des hommes. J'ai remarqué ça, je ne sais pas si c'est un rapport, mais j'ai remarqué aussi beaucoup lors de la première vague, chez les complotistes, il y avait beaucoup. Quand c'était des femmes qui étaient complotistes et qui faisaient des vidéos sur YouTube, entre autres, il y avait beaucoup de naturopathes, entre autres, qui voulaient pas se vacciner, qui disaient que c'était une fausse pandémie, tout ça. Bon, je sais pas s'il y a des naturopathes qui nous écoutent. Je voudrais pas mettre le blâme sur toute cette profession, qui est parfois quand même assez aléatoire, mais j'ai l'impression dans ce 13%-là, il y a quand même plusieurs naturopathes. Et là, je vais me faire lancer des tomates. Cela dit, je consulte des ostéopathes, je consulte... je suis déjà allé voir une acupuncteur, mais les naturopathes, pas encore. J'en ai pas senti le besoin et j'en suis très heureux. D'ailleurs. Bon, cette semaine, la polémique, c'est cette histoire de crise du logement. On va se faire plaisir. On va aller réécouter une réponse du premier ministre sur ce sujet épineux. Je reconnais qu'actuellement, il manque de logements à prix abordable, entre autres à Montréal. Je le reconnais qu'il en manque. Ça peut peut-être commencer à 500-600 $ par mois, assez rapidement monter à 1000 $ par mois. Quand la chef de Québec solidaire me dit que je connais pas ça, que je suis déconnecté, je vais lui rappeler, là, j'ai 2 fils de 26-27 ans qui ont plein d'amis qui sont dans des logements. Moi, ils sont chez moi justement parce que, entre autres, ça coûte cher. Alors voilà, c'est quand même drôle. Dans les excuses du premier ministre de manquer de sensibilité envers le problème ou la crise du logement, il mentionne ces 2 gars, ces 2 fils de 26 et 27 ans. À chaque fois qu'il parle de ses fils, j'ai toujours l'impression qu'ils ont 8, 9, 10 ans. Mais non, ils ont 27 ans et... Ils habitent encore chez Papa Legault parce que ça coûte trop cher. Alors, c'est pas loin d'un aveu, dans le fond, que la crise du logement est bien réelle. Bon, là, ils ont refusé au gouvernement d'avouer qu'il y avait une crise du logement parce qu'évidemment, si on dit qu'il y a une crise, il faut faire des choses, il faut faire des actions et ça oblige de bouger. Mais là, bon, on décide qu'il n'y a pas vraiment de crise du logement. Il y a la ministre aussi de l'Habitation qui a dit que c'était bien correct, dans le fond, que les gens... investissent dans l'immobilier, puis que c'est un marché comme un autre, puis qu'il n'y en a pas de crise du logement. Puis, tu sais, moi, ce qui me dérange, puis là, je veux pas dire que François Legault manque de sensibilité à ce point-là. Lui, il dit que c'était vraiment dans le contexte des étudiants qui se cherchent un appartement à louer que le prix d'un logement commençait à 500-600 $. Bon, je ne sais pas s'il réagit parce qu'il y a eu il a reçu une volée de bois vert sur les médias sociaux quand il a dit ça. Est-ce qu'il était mal cité? Bon, on peut comprendre effectivement qu'un homme comme lui, qui est millionnaire, que sa maison est probablement payée depuis longtemps, qui est à vendre d'ailleurs à 3,5 millions, je crois, c'est vrai qu'on peut... on peut se dire qu'il n'était pas au courant vraiment des prix parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas cherché de logement, mais là, il avoue que ces gars restent avec lui parce que ça coûte trop cher, donc il y aurait une crise. Il y a mon collègue Paul Journet, d'ailleurs, qui venait un peu à sa défense en disant que c'est toujours facile, dans le fond, de questionner les premiers ministres et les présidents sur le prix de certains biens qui ne sont pas nécessairement au courant, puis ça ne veut pas dire qu'ils sont déconnectés. On avait fait l'exercice avec un politicien français sur le prix des chocolatines, mais j'estime quand même que pas savoir le prix d'une chocolatine, c'est quand même pas le même impact que pas savoir exactement comment il en coûte pour se loger. Je pense quand même que dans le contexte actuel, je veux dire, les médias en parlent, il doit lire les journaux. Je pense pas qu'il lit juste The Economist. Ben, il doit quand même savoir que ça coûte pas 500-600 $ se loger convenablement et à Montréal et ailleurs au Québec. Mais bon, il faut quand même se rappeler que la CAQ est un gouvernement essentiellement de banlieue et qui n'est pas un gouvernement très présent dans la ville de Montréal. Donc, ça se peut qu'il soit pas au courant, ça, je lui donne. Sauf que moi, ce qui m'agace un peu dans tout ce débat-là, c'est d'établir en quoi il y a une crise. Oui, il y a une crise des logements abordables, des logements accessibles. François Legault prétend que c'est la pandémie qui freine le gouvernement dans son action parce qu'on voulait construire 15 000 logements sociaux. Sauf que là, je pense que le problème du logement au Québec, c'est pas juste un manque de logements sociaux, c'est carrément un manque de possibilité de se loger
selon nos besoins et selon ce qu'on a envie aussi. Ça inclut aussi l'accès au logement. Puis je m'attriste un peu que les chroniqueurs séparent ces deux choses-là parce que je pense que tout ça est un grand tout. Et ça me rappelle cet article qui est paru cette semaine, encore dans Le Devoir, c'est mercredi. Un texte de la journaliste Roxane Léouzon et qui est, à mon avis, très problématique parce que on parle en fait de toute cette vague d'investisseurs en immobilier. Puis ça, je pense qu'éventuellement, ça serait intéressant d'y réfléchir. Et là, je compte pas sur les gouvernements pour faire ça parce que c'est une réflexion qui est quand même plus difficile à faire. Mais moi, je me pose quand même des questions sur cette idée de considérer l'immobilier comme un champ d'investissement comme un autre, puis que des gens décident de devenir propriétaires de 50, 60, 80, 70, 110 adresses. Et là, dans ce texte-là, on parle de 2 jeunes filles, entre autres, qui ont décidé de se lancer dans l'investissement immobilier. Ils ont acheté un premier duplex, puis là, ils essaient d'en acheter d'autres, puis ils ont créé un projet Arbor, qui vise à encourager les femmes à se lancer dans le milieu de l'immobilier. Puis évidemment, on n'est pas contre la vertu. C'est important que des programmes incitent, en fait, entre autres, les femmes à devenir des entrepreneurs. Bon, je ne partage pas ce fétichisme de l'entrepreneur que certains ont au Québec. Il m'arrive parfois ces temps-ci d'écouter l'émission Les Dragons, puis ça me fait toujours un peu rire, là, cette espèce de... comme si on devait tous être des entrepreneurs. J'en suis un, en partie, avec ce projet-là que vous écoutez en grand nombre à chaque semaine, mais... c'est ça. Et je trouve que quand on applique les lois du marché à un secteur comme l'immobilier, il y a quelque chose de vraiment problématique sur le plan moral. Et là, on apprend donc dans cet article-là qu'il y a un grand engouement. Et là, il y a toutes sortes de projets de gens qui offrent du counseling, des ateliers pour aider les gens à devenir des investisseurs en immobilier. Et là, il donne l'exemple des projets comme Flip Academy, le Club des investisseurs immobiliers du Québec, Imo Facile, toutes des compagnies qui aident les gens à accéder au marché immobilier, à devenir des investisseurs. Et là, ces 2 jeunes filles-là, je ne veux pas les accuser, elles, directement, mais elles se plaignent déjà que le marché s'est emballé. Fait que c'est rendu trop cher, même pour nous, pour acheter plein de logements. Et eux, ils font, entre autres, de la location à court terme à Saint-Sauveur. La location à court terme, qui est aussi un problème. Pensons au Airbnb, qui est un problème aussi, qui entre dans cette grande mosaïque de comportements problématiques qui gonfle la crise du logement. Et il donne l'exemple de, justement, un de ces gourous-là de l'immobilier qui possède lui-même 275 logements. Pensons à la famille Schiller aussi à Montréal, qui défraie souvent la manchette parce qu'elle laisse à l'abandon des immeubles pour en faire de la spéculation, qui possède des milliers d'unités de logement. Et dans le fond, on laisse, là je sais que je vais paraître naïf, mais à chaque fois que je lis là-dessus, ça me choque, on laisse dans le fond les règles capitalistes déterminer comment on va fixer les prix et dans le fond, on devient une espèce d'acteur d'un mal-être collectif, je pense, et de ne pas le reconnaître aujourd'hui, je pense qu'il va falloir éventuellement le repenser ça. Je le sais que ça ne se fera pas au Québec, entre autres, dans un contexte nord-américain où les millionnaires, on les voit toujours comme tous des gens qui se sont retroussés les manches, qui ont travaillé fort et qui méritent ce qui leur arrive. Mais tu sais, dans cet article-là, de lire que des gens ont vendu leur entreprise, sont sortis de la bourse pour s'investir dans l'immobilier parce que c'est une espèce de une nouvelle Eldorado, au bout de ça, il y a des victimes, il y a des gens qui ont de la difficulté à se loger, il y a des gens qui n'ont pas accès à la propriété, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont... Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans cet article-là, on ne parle pas de posséder des logements, on possède des portes. Plus on a de portes, plus c'est payant. Donc, quelqu'un qui a 275 logis, a 275 portes, puis ça, c'est vraiment... ça devient payant. Évidemment que ça devient payant, mais moi, j'ai vraiment un problème moral, je l'avoue, avec le fait que des gens s'enrichissent avec l'immobilier, avec ce droit fondamental de se loger. Je dis pas qu'on doit tous être propriétaires. Moi-même, je suis même pas propriétaire. Je suis pas sûr que j'ai envie tant que ça de le devenir parce qu'il y a des responsabilités qui viennent avec ça. Mais de savoir que si jamais
mon propriétaire vend l'immeuble où j'habite et je vais devoir déménager, puis je pourrais même pas me loger convenablement à Montréal et que je vais devoir m'en aller, bien que j'ai envie de m'en aller pour toutes sortes d'autres raisons de Montréal, ça s'en vient. J'y travaille tranquillement, pas vite. Quand je fais des entrevues avec Robert Lalonde puis André Major, j'avoue, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup envie d'aller m'installer à la campagne. Mais cela dit, je pense il va falloir en parler de façon plus globale et de pas tout séparer, logements sociaux, logements locatifs, puis les investissements immobiliers, ça c'est une autre facette, il n'y a pas de lien entre tout ça. Non, moi je pense qu'il y a des liens justement, puis il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des villes comme Berlin qui ont gelé les loyers, qui ont acheté des immeubles pour les rendre disponibles de façon modique. Bon, il y a des solutions, mais ici on dirait que quand il vient... On en vient à toucher à cette idée-là de profit et de laisser les gens s'enrichir. C'est comme si c'était impossible d'y réfléchir, puis il fallait absolument rien restreindre de ce côté-là. Moi, je pense qu'il va falloir y réfléchir sérieusement, parce qu'il y a des impacts sociaux, il y a des impacts économiques, oui, mais des impacts sociaux aussi, à repousser des gens qui ne demandent qu'à avoir un toit convenable pour se loger. En tout cas, voilà. C'est ce qui m'a un peu titillé cette semaine. On va parler d'autres choses. On ne parlera pas que de ça cette semaine. On ne parlera pas trop de la COVID, mais on n'aura pas le choix parce que j'avais envie de retourner en Suède, de parler à Victor Delhomme, parce que la Suède, ça va pas très bien. Ils sortent d'une troisième vague. Là, les cas ont redescendu à 6000 cas par jour. C'est complètement fou quand on y pense. Vous allez voir quand on parle à Victor Delhomme, la réalité est tellement différente et la façon de l'aborder aussi par rapport à quelqu'un qui est là-bas, qui vit en Suède, avec nos yeux ici de Québécois, avec la pandémie qu'on vit au Québec. C'est vraiment deux mondes et ça me fascine toujours de parler à Victor Delhomme. On va parler de tourisme. On va retrouver aussi Simon Carmichael, qui est notre antenne en Gaspésie. La Gaspésie qui se prépare à la saison estivale, entre autres avec le camping, qui veut éviter ce qui s'est passé l'an dernier, mais qui veut aussi attirer des gens. Donc, on va voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe là-bas. On va parler à Simon Jaudoin également, qui nous offre encore une carte postale. Il va nous parler du Témiscamingue, une région à découvrir, vraiment. Je suis toujours heureux de parler à Simon parce qu'il nous fait voyager. On va parler d'économie aussi avec les gens de l'IRIS parce qu'il y a une brochure qui a été publiée cette semaine sur le revenu viable. Entre autres, on parle de logement, ça englobe aussi cette problématique-là. Donc, toujours content aussi de parler à des gens de l'IRIS, parler d'économie autrement. Mais on va commencer comme on le fait tout le temps quand elle est là, Hélène Faradji, toujours heureux aussi de lui parler, qui va nous parler un petit retour sur les Oscars et sur le gala des prix du cinéma qui s'en vient, et aussi cette mini-polémique qui entoure le documentaire Les Roses. Alors voilà, toujours très heureux que vous soyez là avec nous pour nous écouter. Je vous présente donc ce 32e épisode de la balado de Fred Savard. Alors, pour faire un petit léger survol des Oscars et parler du prochain gala des Iris, je reçois toujours avec plaisir Hélène Faradji. Salut Hélène! Salut Fred, comment ça va? Ça va très bien. Je n'ai pas regardé, comme des millions de Nord-Américains, je n'ai pas regardé la soirée des Oscars. C'était-tu le fun? Non, pas du tout. Vous avez eu raison de ne pas le regarder. Alors, je pense que c'est une chute de 50% par rapport à l'an dernier, où déjà c'était en chute par rapport aux années précédentes. Oui. Non, la soirée était complètement ratée. Ça ressemblait à une espèce de gala méritas de centre communautaire. Ah, ouais. Puis c'était vraiment frustrant parce que le générique des Oscars était fabuleux. Ah, ouais. C'était un travelling dans Union Station, qui était la gare de train de Los Angeles, où on suivait Regina King, une actrice et réalisatrice qui était en robe de soirée, super élégante, qui avançait. Et à l'écran, on avait le nom des stars qui allaient être là et qui apparaissaient en couleur super pop avec la mention starring, comme dans un vrai film. Ouais. Puis, au début, en regardant le générique, je me suis dit, oui, voilà, enfin, on va avoir une soirée des Oscars qui se tient, et ce sera grâce à Steven Soderbergh, puisque c'était lui qui organisait cette soirée-là, qui la mettait en scène, réalisateur de Traffic, d'Ocean's 11, Erin Brockovich, etc., etc. De Nick? Oui, de Nick aussi, la formidable série sur la médecine fin du 19e, c'est ça? Début du 20e, ouais. C'est ça. Donc, on se disait, on a peut-être un peu enfin de plaisir dans cette année de boîte. Et puis, non.
Non, vraiment pas. Ça a été drabe de la première à la dernière minute dès que ça a commencé. Il y a pas d'autre mot que drabe. Ça a même pas été amusant, plate. Comme par exemple James Franco puis Anne Hathaway qui avaient co-présenté ensemble la soirée des Oscars en 2011 et c'était psychédélique. C'est quand les Anglais disent tellement mauvais que ça en devient drôle, c'était ça. C'était la première de classe puis le gars qui avait clairement 12 battes d'avance sur tout le monde. C'était extraordinaire. C'était pas non plus drabe malaisant. Comme par exemple quand John Travolta avait annoncé l'arrivée sur scène de la chanteuse Idina Menzel et qu'il avait dit ça. Please welcome the wickedly talented one and only Adele Dazeem. Ça a pas bien été pour John. Non, mais cette soirée des Oscars 2021, c'était juste tristouné en fait, même si on sentait bien que tout le monde faisait semblant que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais est-ce que c'était à cause de la pandémie, distanciation Eh ben non. Bon, moi, ma théorie, c'est que ça a pas bien été parce que on n'a pas montré d'extrait de film. Aucun de toute la soirée. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on voulait raccourcir, peut-être parce qu'on voulait que ce soit plus dynamique, mais ça a eu l'effet inverse. C'est étonnant, particulièrement une année où peu de gens ont vu les films. Je pense qu'il y a ça aussi, là, des intérêts. Oui, exactement. Puis c'est d'autant plus bizarre que cette année, non seulement peu de gens ont vu les films, mais en plus les films en question, mais c'était pas des mastodontes avec des campagnes de pub immenses qui permettent une reconnaissance immédiate. C'était des petits films qui méritaient d'être présentés, d'être accompagnés. Puis en général, dans ce contexte-là, les extraits, ça fait le travail. Et ce manque de présentation, de mise en valeur des films dans une soirée qui était pourtant censée être consacrée au cinéma, c'est ce qui fait que le lendemain, tout ce que vous avez su, c'est une première femme de couleur a gagné meilleure réalisatrice et meilleur film. Mais savoir qui est Chloé Zhao, savoir ce que raconte Nomadland, personne n'en a parlé. Parce que visiblement c'était pas tout à fait le sujet. Et j'avoue que ça m'a un petit peu agacée, parce que s'il y avait un film à voir cette année, c'est Nomadland. C'est un film qui nous parle exactement de comment survivre dans un contexte où on a tout perdu. Et ça, forcément, en 2020-2021, ça parle. Et c'est certainement pas en disant aux spectateurs, comme un espèce de slogan publicitaire, « C'est la première femme de couleur qui a gagné », alors qu'en plus, c'est légèrement raciste de dire ça, si on me demande mon avis. C'est pas une femme de couleur, c'est une Américaine née en Chine. D'ailleurs, elle a été censurée dans son pays natal, où on a... Donc c'est bon signe. Oui, c'est bon signe, exactement. En Chine, on n'a absolument pas mentionné cette victoire pourtant historique. Pourquoi? Parce qu'en 2013, dans une entrevue, elle a parlé de la Chine comme d'un endroit où il y avait du mensonge partout. Et ça, ils l'ont toujours pas pris. Ben non. La vérité choque. Exactement. Et comment est-ce que ce film-là, on aurait pu donner envie de le voir aux gens? C'est certainement pas en disant juste que c'était une victoire historique, c'est en parlant du film lui-même. Ce film qui, je le rappelle, est encore disponible en salle à Montréal principalement, mais aussi sur Disney+. Disney+, c'est à peu près 10-12 $ par mois. Je vous assure, ça vaut l'abonnement d'un seul mois pour voir ce film-là. Et là, j'ai envie qu'on prenne quelques minutes justement pour réparer un peu cette couverture médiatique des Oscars et qu'on parle de Nomadland. On va commencer par écouter un beau petit extrait. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. Wow. Ouais, celle qu'on entend, c'est Fern, personnage joué par Frances McDormand, qui se retrouve un peu du jour au lendemain, après la crise de 2018, à enchaîner les petits boulots précaires. Puis elle a plus vraiment d'autre choix que de vivre dans son van. Et là, elle va découvrir qu'elle n'est pas toute seule à faire ça, qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sont obligés de vivre dans des conditions assez terribles, mais qui ont décidé de faire de ces conditions terribles un mode de vie.
une façon de se réapproprier leur quotidien en devenant nomades. Nomadland, donc le titre du film. Et qu'est-ce que c'est exactement que ce film? C'est d'abord un regard sur une Amérique que personne voit. Celle des employés temporaires d'Amazon qui vivent dans un trailer park où l'entreprise leur loue un emplacement. C'est l'Amérique de ceux qui ont tout perdu parce que c'était pas des champions de l'économie. L'Amérique de la précarité, de la marginalité, des laissés pour compte. Mais c'est aussi l'Amérique de la liberté. Pas la liberté conquérante à la John Wayne ou la liberté naïve à la Disney, mais la liberté qui peut exister que dans le regard de quelqu'un qui a immigré comme Chloé Zhao. Parce que dans Nomadland, ces oubliés de la prospérité, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent dans leur van, ils vivent en nomade et parfois, ils se croisent dans le désert californien pour un petit moment où ils échangent, où ils sont solidaires. Puis ils se perdent de vue, puis ils se recroisent éventuellement, mais ils savent intrinsèquement qu'ils font partie d'une communauté, d'un groupe, d'un ensemble. Alors oui, c'est la misère, c'est la mouise, mais c'est presque assumé, presque revendiqué, comme si tout le modèle américain de surconsommation, d'avarice, c'était ce qu'il fallait fuir. Et ça, c'est une idée d'un American Dream qui est différente, qui est, oui, faite de grands espaces, mais surtout de débrouillardise, d'appel du large. Et cette idée d'un autre American Dream, je pense qu'on ne peut l'exprimer que quand on vient d'ailleurs. C'est un film vraiment singulier, Nomadland. C'est un film qui ouvre le regard, c'est un film qui est extrêmement beau, mais d'une beauté qui revient à l'essentiel, j'ai envie de dire. C'est la beauté dont on peut se repaître dans le désert quand on n'a plus rien d'autre. Pas par dépit, mais parce que on apprend à regarder. On apprend à regarder le ciel, les dunes, et surtout on apprend à regarder l'autre. Et ça, Fred, si on avait parlé du film au lendemain des Oscars, ça aurait pris tout un sens cette soirée-là, parce que la gare de Union Station où ça s'est passé, c'est là où vivent les marginaux, les vagabonds. Et pour cette soirée-là, on les a chassés. Ah ouais. Et si on avait parlé du film, ça aurait pris toute une saveur d'apprendre ça. Mais oui. Ah, bon, Nomadland, j'essayerai pas d'en faire un chef-d'œuvre non plus. Hein. Il a ses défauts. Je suis toujours pas convaincue, par exemple, de la présence de Frances McDormand. Oui, elle a gagné un 3e Oscar pour ce rôle-là. Parce que elle joue au milieu de vrais nomades. Et moi, j'avais quand même du mal à oublier que c'était Frances McDormand. Elle est juste, elle est sincère, elle produit le film d'ailleurs, pour dire à quel point elle est impliquée là-dedans. Mais au-delà même de sa performance, il y a quelque chose qui grince quand on regarde ça, quelque chose qui fait que elle est pas tout à fait soluble dans le réel, parce que le grand truc du cinéma de Chloé Zhao, si vous devez retenir que ça, c'est que depuis le début, depuis son tout premier film, Nomadland, c'est son 3e, elle mélange la fiction et le documentaire, notamment en utilisant des noms professionnels. Puis veut pas, des noms professionnels, puis la gagnante de 3 Oscars, ça se voit un peu à l'écran. Mais sauf que si la comédienne n'avait pas été là, on l'aurait pas fait le film. Peut-être. C'est ça. Oui, c'est toujours un peu ce dilemme entre comment est-ce qu'on réussit à mener une vision à terme et quel compromis on doit faire dans une industrie. Voilà. Qu'est-ce que ces paramètres, On verra comment Chloé Zhao va se débrouiller avec son prochain film qui s'appelle Eternals, qui est un film Marvel. Ah ouais? Ça, c'est intéressant. Avec des non-comédiens, ce sera pas la première fois, tu l'as dit? Bon. Non, ça va être avec Angelina Jolie, avec, comment s'appelle-t-elle, Salma Hayek. Ah ouais, bon Dieu. Donc un film de super-héros, mais Chloé Zhao a déjà imposé ses conditions à Disney, qui les ont acceptées, en disant qu'elle voulait tourner en décor naturel, qu'elle voulait limiter les effets spéciaux. Donc, ce sera vraiment à voir. Est-ce qu'elle va réussir à enrayer cette machine publicitaire que sont devenus les blockbusters de super-héros? Peut-être. Mais tout ce qui compte aux yeux des médias, c'est qu'une première femme de couleur a gagné un Oscar. Ouais, mais c'est poche parce que ça fait comme... on tombe un peu dans le piège des Sophie Durocher de ce monde, c'est-à-dire que c'était plate parce que c'était, entre guillemets, woke, puis on a donné des prix pour satisfaire une minorité... Mais je crois... Mais c'est pour ça que je pense que si on avait parlé du film... Tout le monde aurait dit, oui, évidemment que c'est ce film-là qui a gagné. Non, c'est pas pour satisfaire une minorité woke, c'est parce que c'est un film unique, un film singulier, un film comme on n'en voit pas d'autres. Et cette jeune réalisatrice,
elle est en voie de peut-être changer la face du cinéma américain. Wow. Et ça, c'est quelque chose quand même. Et qu'on vienne la récompenser maintenant, alors qu'elle est en début de carrière, ben ça promet énormément pour la suite. Et c'est pas une affaire de woke, c'est pas une affaire d'attention un peu ridicule à ce qui fait la tendance du moment chez les jeunes gens. Pas du tout. Je pense sincèrement que l'avenir du cinéma américain, c'est des gens comme Chloé Zhao, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, c'est des gens qui posent sur l'Amérique un regard qui ne peut qu'être différent. Et ça risque d'être pas mal. Ben, on va rebondir un peu là-dessus, bien que c'est pas le même sujet, mais on va se rapprocher au Québec. On va parler d'un film qu'on sait pas trop où mettre avec le gala des prix Iris qui s'en vient, le gala du cinéma québécois. Bon, on va le dire tout de suite, on n'en parlera pas beaucoup des nominations parce qu'on va le faire plus tard. En fait, ça va être l'épisode juste avant le gala. Qui est le 6... Le gala le 6 juin, voilà. C'est ça. Alors, parce que pour une fois, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé à peu près tous les films qui seront en nomination. Parfait. Ouais, et on va en reparler, mais parlons, peut-être les grandes lignes, là, c'est la déesse des mouches à feu qui remporte. Qui a, pour l'instant, toutes les nominations. Qu'est-ce qu'il va... Je me demande même pas s'il va gagner, je me demande qu'est-ce qu'il va gagner. Voilà, c'est ça. Pas énorme suspense. Mais deux petites choses quand même qu'on peut remarquer avant qu'on fasse cet épisode spécial. D'abord, forcément, on a changé les règles, parce que c'est la pandémie, parce que c'est bizarre. Puis j'ai consulté les règlements, Fred. Les films admissibles pour cette année, c'était les films sortis entre le 27 février 2020 et le 30 avril 2021, soit pour 7 jours consécutifs en salle, soit sur une plateforme. Bon, ça change, parce que normalement, c'était en salle seulement. Exactement. Alors, c'est ce qui explique, par exemple, la présence de Jusqu'au déclin, le premier film Netflix, qui est partout un peu dans les nominations. Mais ce que je m'explique mal encore, puis d'ici notre épisode spécial, on aura peut-être une réponse, c'est la présence de Souterrain de Sophie Dupuis. Parce que Souterrain a fait l'ouverture des Rendez-vous Québec Cinéma avant-hier, mais il n'est pas sorti en salle. Sa sortie a été repoussée au mois de juin. Donc, il n'est pas disponible sur une plateforme et il n'est pas sorti pour 7 jours consécutifs en salle. Donc, pourquoi est-il nommé plusieurs fois dans des catégories majeures aux Iris? Je ne sais pas. Il y a eu un entorse au règlement. Ou alors j'ai mal compris les règlements. Je vais aller les relire d'ici le 6, mais peut-être qu'il y aurait là quelque chose à creuser parce que les règlements, ça a l'air un petit peu aléatoire. Oui, parce que pour un autre film, là, on semble s'accrocher au règlement. Exactement, le fameux prix du public. Alors ça, c'est un vote qui a lieu sur différentes plateformes. Un vote auquel on peut tous prendre part pour désigner le film qui nous a le plus plu au cours de cette année de cinéma québécois. Et là aussi, il y a des nominations. Et de ce prix du public a été exclu Les Roses, le documentaire qui a été réalisé par Félix Rose sur son père, sur son oncle, qui est une alliance assez merveilleuse entre petite histoire personnelle et grande histoire collective, puisqu'on nous raconte à travers l'histoire de cette famille l'histoire du Québec, l'histoire de la crise d'octobre, un film qui a été superbement mis en musique par Philippe Braque et qui est un des grands succès de notre cinéma de cette année 2020-2021. Il a été dans le top 5 des films les plus vus, mais ça, c'est pas très, très important. C'est surtout un film qui a été marquant parce que tout le monde en a parlé, ça a suscité des débats, ça a prouvé que les gens, même en période de pandémie, avaient envie d'aller au cinéma puisqu'ils y sont allés en grand nombre. Et il est donc exclu de ce prix du public. Et pourquoi il est exclu? Eh bien parce que ce prix, selon toujours les fameux règlements, ne peut récompenser que des longs métrages de fiction. Excusez-moi Fred, mais au pays du cinéma direct, au Québec, là où le documentaire est fondateur, là où sans cette tradition-là, il n'y aurait pas eu Les Ordres, il n'y aurait pas eu La moitié gauche du frigo, il n'y aurait pas eu toute une tonne de films extraordinaires. C'est pas juste honteux, cette exclusion, Fred, c'est une insulte à l'histoire de notre cinématographie. Et je vais finir en citant Pierre Perrault. Parce que Pierre Perrault, dans un bouquin formidable, si vous pouvez le retrouver, il est épuisé, mais ça se trouve chez les bouquinistes, ça s'appelle Caméramage. C'était un recueil de tous ses écrits, ça a été publié en 83. Et justement, il parlait du cinéma direct, et on pourrait appliquer ce qu'il dit à Nomadland, la boucle serait bouclée. Il disait, c'est un cinéma qui prétend s'éloigner du succès commercial pour se mettre au service de la parole des vivants
et non pas du rêve des spectateurs. Wow. Ben oui. C'est beau, hein? Non, mais vous avez raison, Hélène. Et d'ailleurs, il y a une lettre qui circule. Émile Bilodeau, je crois, est un des initiateurs. Il y a une lettre qui circule avec plein de noms là-dessus. Louis Dussault, de Coffin Amérique, de Denis Trudel, député, Catherine Dorion, Alexandre Béliard. Là, je les nommerai pas tous, là, mais pour que les roses soient inclus dans le gala. Mais pas juste les roses, le documentaire en général. Les roses est un exemple particulièrement marquant cette année, mais il y a aussi Je m'appelle humain, qui est consacré à la poétesse Joséphine Bacon, qui est formidable, que les gens ont beaucoup aimé. Ça suffit, cette bête distinction entre documentaire fiction. Un bon film, c'est un bon film. Vous avez raison, Hélène. C'est drôle parce qu'on a parlé ici, mais dans un autre sujet, mais je trouve qu'il y a des similarités. C'est l'essai, la place de l'essai au Québec versus le roman. On a tendance à regarder ça, pas de haut, mais de le mettre un peu à part, comme si c'était pas la littérature. Et j'ai l'impression que le documentaire, c'est la même chose, alors que vous avez raison. Le Québec... Mais c'est ça me semble importante, mais dans le monde, pas seulement au Québec pour d'autres cinéastes, mais dans le monde, le cinéma direct a fait école, a été majeur et on l'oublie encore une fois. On a de la misère avec notre histoire, Colin. Ouais, voilà la conclusion. Voilà. Alors, nous, on va se reparler. Hey, j'ai su une chose que je savais pas cette semaine. Vous signez la préface d'un livre sur des scénarios refusés de Robert Morin. Ouais, j'ai cette chance-là. On m'a demandé de faire ça. J'ai lu les 10 scénarios. C'est assez costaud. Puis, vous imaginez à quel point il va déjà loin dans ces films qu'on arrive à voir. Et imaginez-vous jusqu'où ça va quand c'est refusé. Puis, ce qui est intéressant, c'est que il y a 3 textes. Il y en a un qui a été refusé par les institutions, un par le producteur et un par lui-même. Ah! C'est assez intéressant. Fait que j'ai cette chance. J'ai envie, Hélène, de vous lancer l'idée, puis là, on n'a pas parlé avant. Là. Moi, je pense qu'un épisode complet sur l'univers de Robert Morin. Mais quel bonheur! Ça serait... Et on pourrait aussi, évidemment, parler du livre, mais donner le goût aux gens d'aller lire non seulement les scénarios qui ont été refusés, mais d'aller revoir les films. Faut tout revoir, Robert. Mais justement, tu sais, quand on parle de documentaire fiction, lui, il a mélangé les deux. Totalement. Et il a complètement compris comment se servir de cette tradition québécoise, intrinsèquement québécoise, pour la mettre en valeur, pour l'utiliser au mieux. Je pense tout de suite à Yes Sir Madame, un film qui m'a marqué, que je revois. Moi aussi. Quand j'ai les nerfs assez solides, parce que c'est quand même un cinéma rentre dedans, mais ça serait vraiment intéressant, Hélène. Je vous lance l'idée. On fait un épisode sur Robert Morin. Avec grand plaisir. Ben, merci, Hélène. Merci, Fred. Salut. Alors, il n'y a pas si longtemps, on était au Chili. En fait, la semaine dernière, on était au Chili, retrouver notre antenne. On va presque aller aussi loin cette semaine parce qu'on s'en va parler à Simon Carmichael en Gaspésie. Salut, Simon. Bonjour Fred, ça va bien? Ça va très bien. C'est pas drôle, hein, les blagues de distance avec la Gaspésie. Ben moi, on m'a déjà dit que la distance, ça se calculait pas en kilomètres, mais en heures. Fait que quand on va avoir un bon service d'avion, on va être très proche. Oui, c'est ça, on l'attend depuis longtemps. Avant de parler de Camping Sauvage, non pas le film, mais l'activité, j'ai l'impression qu'on entend moins parler de la COVID en Gaspésie. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'était parlé, Simon, c'était... on n'avait pas de pandémie. Mais là, on se demande si les nouvelles vagues, la 3e vague, s'est rendue en Gaspésie. Ben, pour l'instant, là, franchement, je vais toucher du bois parce que ça va plutôt bien. La semaine dernière, on a rapporté au total une 15aine de cas. Ah oui. C'est pas mal juste des gens qui arrivent de l'extérieur et leurs autres. Oui. Donc, on peut dire qu'on est assez épargné de la 3e vague, mais bon, on connaît un peu la game, là, ça peut changer très rapidement. Oui. Surtout quand on est 90 000, un cas, c'est 1 sur 100 000. Fait que c'est vrai, on atteint les ratios rapidement. Donc si quelqu'un se fait vacciner AstraZeneca chez vous, automatiquement, quelqu'un meurt, là, selon les stats. Automatiquement. Faut pas rire. Mais non, des blagues de thrombose, ça marche plus. Non. Puis d'ailleurs, notre bonne position en termes de COVID, ça laisse un peu les gens inquiets pour l'été. Là, parce que nous, on est en zone jaune, on a cette chance-là. Mais ça fait que les déplacements vers les zones jaunes sont interdits vers la Gaspésie, vers le nord du Québec. Si on arrive d'une zone orange, rouge ou rouge foncé, donc le reste. Cela dit, il y a les gens vont être vaccinés. Là. Éventuellement, ce problème-là va être déplacé parce que là, il va y avoir des gens qui vont être vaccinés avec 2 doses. Je vous parle pas encore de passeport vaccinal, mais éventuellement, il va y avoir du mouvement là, vers chez vous. Éventuellement, oui, mais en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'indications. Donc, les acteurs touristiques se demandent, ils se disent, bon, l'été arrive, qu'est-ce qu'on va faire avant l'été? Est-ce que les déplacements vont être permis? Parce que s'ils ne sont pas, bon, on s'entend que ce ne sera pas une grosse saison touristique s'il y a seulement les Gaspésiens qui peuvent se promener en Gaspésie.
Puis justement, en parlant d'été, ben, c'est ce que je viens vous présenter aujourd'hui, Oui. c'est comment est-ce que la Gaspésie s'est prise en main pour éviter de revivre une saison comme en 2020. Oui. On a trouvé ça très, très drôle d'être dans le bye-bye, là, mais il y a peu de gens qui tiennent à répéter cette expérience-là. Ben non. C'était pas drôle, ça. C'était pas drôle. Le bye-bye, c'est drôle, mais le reste, c'était pas drôle. Non, vraiment, là. Je suis pas très fier des Montréalais. Bon, c'est pas juste les Montréalais. Il faut arrêter de... Ben, justement, je pense que c'est juste de dire que les municipalités de la péninsule ont quand même fait leur devoir là, en prévision de l'été. On a mis à jour des règlements, des façons de faire, des normes pour encadrer ce qui était appelé le camping sauvage. Oui. Mais avant de commencer, il faut vraiment mettre en perspective. Il faut comprendre que la Gaspésie, ce n'est pas un tout. Les villes de Gaspé et de Carleton-sur-Mer, par exemple, sont plus loin l'une de l'autre que Québec et Montréal. Ah ouais, quand même. Donc, même si vous cherchez un point où tout le monde va être d'accord, tout le monde est d'accord sur le fond, mais pas sur comment on règle le problème. Ça n'arrivera pas. Juste à titre d'exemple, Percé, qui doit être une des villes les plus touristiques au Québec, clairement a des enjeux différents de Cloridorne, qui est un des villages les plus dévitalisés. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de solution commune, mais le nouvel outil, la chose qui va être à la mode cet été, c'est les campings de débordement. Ah? On en voit depuis des années dans l'Ouest canadien, là, Jasper, Banff, etc. C'est des terrains vagues où les gens, sans réservation, vont pouvoir aller passer la nuit pour une quinzaine, une vingtaine de dollars. Ah ouais. Il y a plusieurs villes qui vont commencer à en instaurer en Gaspésie, mais les façons de faire diffèrent beaucoup. Donc, on va commencer avec Chandler, qui est la deuxième plus grande ville de la Gaspésie, à une trentaine de minutes de Percé. À Chandler, on a décidé d'y aller, là, puis passez-moi l'expression all-in avec le camping de débordement. La ville a décidé d'aménager sur le terrain industriel de l'ancienne Gaspésia, en plein centre-ville, un terrain de 80 places où les campeurs, les Winnebago et les voyageurs vont pouvoir aller. La moitié de ces terrains-là sont sous réservation et le reste, c'est vraiment le premier arrivé, premier servi. Le maire suppléant, Bruno-Pierre Godbout, est le seul à se lancer aussi fort à pieds joints dans des campings de débordement comme ça. Puis son objectif, c'est vraiment d'attirer des campeurs au centre-ville, qu'ils passent 2 nuits à Chandler au nœud de 0. Puis c'est louable quand même. Là. Les commerçants autour sont assez enthousiastes. Mais là, attendez, Simon, les campings de débordement, est-ce que c'est pour interdire le camping sauvage? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, le camping sauvage, là, c'était aller dans des endroits qui n'étaient pas du tout aménagés. Souvent, on le faisait l'hiver aussi. Là, l'idée des campings de débordement, c'est que les gens, pour éviter que les gens aient s'installer n'importe où sur le bord de l'eau, par exemple? Exactement. Bon. Exactement. Okay. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne des espaces qui vont être dédiés pour éviter que les gens aillent squatter sur le bord des plages. Eh bien, est-ce qu'on va faire de la surveillance? Est-ce qu'on va chasser les gens du bord des plages pour les rediriger vers les campings de débordement? Encore là, c'est ça. Ça dépend toujours des villes. Bon, à Chandler, c'est ce qu'il va faire. Dans les espaces communs, il va avoir, public, il va avoir des pancartes qui redirigent vers le camping de débordement. Oui. Ça, c'est pour Chandler qui a décidé d'y aller comme ça. Oui. De l'autre côté du spectre totalement, on a Percé, où là, on a décidé de ne pas faire de camping de débordement officiel parce que on juge qu'il y a déjà assez de places de camping avec les dizaines de campings privés qu'il y a sur le territoire. C'est vraiment là où on doit trouver l'équilibre. Parce que d'un côté, on veut encadrer les campeurs en leur offrant des endroits pas chers où aller. Puis de l'autre côté, on a des campings privés qui sont là depuis des décennies, qui paient des taxes, avec qui on veut pas vraiment faire de compétition. Mais non, c'est ça. J'en ai parlé avec Denis Després, qui est le propriétaire du camping La Côte Surprise de Percé, qui franchement, là, c'est probablement la place avec la plus belle vue à Percé. Ah oui. Puis comme pas mal tous les campings autour, il est assez catégorique. Si on commence à voir des campings de débordement apparaître, ça va tuer l'industrie, selon lui. Ah oui, OK, parce que ces gens-là ont l'impression que les campings de débordement vont leur enlever la clientèle carrément? On peut quand même comprendre la position, là. Tu sais, c'est difficile de compétitionner avec des campings qui sont ponctuels, qui sont flexibles, qui sont moins chers, puis qui sont gérés par la municipalité à laquelle tu payes des taxes. Fait que les campings voient vraiment ça comme de la compétition déloyale. Puis d'ailleurs, il salue la décision de la mairesse Cathy Poirier de ne pas en faire à Percé. Madame Poirier juge, citation, qu'il faut être conséquent et respectueux envers les citoyens corporatifs qui sont là depuis des années. Mais mettons, là, vous parliez tantôt de Chandler. Là, je suis jamais allé à Chandler. Est-ce que le camping dans l'ancien site de la Gaspésia offre une vue et une qualité d'environnement qui se compare? C'est beaucoup moins glamour. C'est ça, il y a ça aussi, me semble. Là. C'est beaucoup moins glamour, mais reste que... quand tu as un camping puis que tu es plein à 40%, puis que tu regardes à 2 km puis que tu as 15 campeurs qui sont là, tu fais donc on les envoie pas chez moi. Les campings privés, comme l'an dernier, là, ils étaient pas à pleine capacité. Les gens sont allés un peu n'importe où sans nécessairement... Pas tout le temps. Il y a des fois qui sont pas pleins, il y a des fois qui sont pleins. Puis à Gaspé, justement, où le problème est exacerbé, en plus des campings de débordement,
on a fait des ententes avec le gouvernement. Bon, je vais vulgariser un petit peu, là. Oui. Mais en gros, les plages de Gaspé appartiennent au gouvernement du Québec. Ah, plus oui. précisément au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, soit Jonathan Julien, qui est le ministre responsable de la Gaspésie. Donc, l'été dernier, le maire, Daniel Côté, disait ne pas pouvoir agir parce qu'il y avait trop d'espace entre la vision de la ville puis l'application. J'en ai été personnellement témoin, là, pour donner une contravention à un touriste qui était sur un milieu fragile avec son pick-up. Oui. Il fallait un représentant de la ville, un représentant du ministère des Ressources naturelles, un représentant du ministère de l'Environnement, puis un agent de la SQ. Eh boy. On s'entend qu'on est à Gaspé, là. Ouais. Réunir tous ces intervenants-là à chaque fois qu'on veut donner une contravention. C'est bien. Voilà. Ça me semble lourd comme processus. Ben, c'est exactement ça. Puis c'est pour ça qu'il y a eu moins d'applications l'été dernier. Puis il faut mettre en contexte aussi que le maire de Gaspé est le vice-président de l'Union des municipalités du Québec. Donc, en toile de fond, il y avait il y avait une part de on veut pas prendre une responsabilité du gouvernement provincial si le gouvernement ne paie pas pour les interventions, les installations. C'est ça, ouais. Mais pendant l'hiver, bon, la ville a fait une entente, a signé une entente avec le ministère pour avoir le droit d'agir sur les plages. Donc, cette année, on nous assure que les règlements vont être appliqués. Oui. Puis d'ailleurs, la Sûreté du Québec m'a confirmé que des effectifs supplémentaires allaient être déployés pour l'application. OK. Donc, à Gaspé, cette année, on va avoir des espèces de, gros guillemets, là, patrouilles sur les plages. Oui. Puis les campeurs vont être redirigés justement vers les campings de débordement où, en premier lieu, on va être redirigé vers les campings privés parce qu'on veut pas faire d'ombre aux campings privés, on peut faire de compétition illégale. Donc, on va référer vers les campings privés, puis quand ils vont être pleins, on va ouvrir les campings de débordement. Okay. Dans la baie des Chaleurs, c'est à peu près la même chose. Il y a plusieurs villes qui vont avoir des espaces dédiés ou encore qui vont agrandir les campings municipaux pour avoir des espaces sans réservation. Ce durcissement des règles-là entourant le camping public a quand même un autre côté. Parce que oui, ça réglemente les touristes malpropres qu'on a tant vu dans les médias l'été dernier, mais ça réglemente aussi les locaux qui, eux, sont particulièrement attachés à leur plage. Puis d'ailleurs, ça a été ça qui était à la base de la crise l'été dernier. En juin 2020, avant tout ça, le conseil municipal de Gaspé avait essayé de réglementer le camping sur les plages, puis on a eu le droit à une levée de boucliers, notamment par le collectif libertaire Brume Noire qui a lancé une pétition, puis devant l'ampleur de la contestation, le conseil a reculé. OK. Donc on ne faisait pas de distinction entre les Montréalais et des gens de la place. On peut pas vraiment faire de discrimination comme ça. On peut pas dire pour les touristes c'est interdit puis pour les locaux ça l'est pas. On peut pas demander des pièces d'identité pour dire on peut plus rien faire. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Je te laisse dire, mais ça reste un sujet qui est assez sensible. C'est difficile de tracer la ligne puis de dire vous, les gens de Gaspé, vous pouvez aller sur la plage puis passer la nuit là. Puis, non, mais on le fait pour les piscines publiques. Je veux dire, un non-Montréalais peut pas venir. Oui, mais c'est des installations municipales. Ah oui. Alors que là, c'est pas des installations municipales. Puis on parle vraiment d'un enjeu identitaire. Puis on sent que le maire de Gaspé, Daniel Côté, pèse ses mots quand il aborde ce sujet-là, puis surtout ce qui est de la contestation locale. Parce que, comme je disais, à peu près tout le monde à Gaspé a passé de longues nuits autour du feu, sur la plage, à l'adolescence, avec une coupe de bière de trop. C'est presque un rite. Puis retirer ce privilège-là aux locaux, ça marque. Ça braque. Non, mais je comprends. Mais ce qui m'étonne, c'est que les plages appartiennent au ministère des Ressources naturelles. Ça en dit long quand même sur le rapport que l'État a avec le territoire. J'aurais pensé que ça aurait été sous la juridiction du ministère du Tourisme, mais c'est les ressources naturelles. Donc, même les plages sont un potentiel de trésor souterrain à exploiter. C'est un peu ça, dans le fond, que ça veut dire. Ça dépend toujours. Parce que les quais, c'est fédéral, les plages, c'est provincial, mais en même temps, il y a des plages qui ont eu des ententes avec le gouvernement. Donc, c'est une espèce de zone qui est très, très floue pour ce qui est des plages. Puis encore là, ça dépend de chaque milieu. À Gaspé, les plages étaient majoritairement provinciales, tandis que dans la baie des Chaleurs, sont majoritairement municipales. Si on va au lac Saint-Jean, par exemple, les plages sont municipales. Non, mais qu'elles soient municipales, provinciales, je peux comprendre, mais quand elles sont provinciales, qu'elles relèvent du ministère des Ressources naturelles, je trouve que ça parle quand même. Mais bon, parce qu'on n'a pas encore eu d'exploitation pétrolière sur la plage. Non, c'est ça. Mais donc c'est ça, c'est quand même touché là, pour utiliser une bonne expression. Puis c'est une corde sensible de dire les touristes c'est interdit, puis les locaux ça l'est pas. On peut pas vraiment discriminer comme ça là, selon le maire Côté. Donc oui, il y a beaucoup de questions sur l'été qui arrive en Gaspésie, puis on risque d'en savoir plus un peu dans les prochaines semaines. Mais une chose est certaine, les campeurs qui arrivent à l'improviste vont arriver dans une Gaspésie qui est beaucoup mieux préparée que l'été dernier. Mais la règle numéro 1 en prévision d'un voyage en Gaspésie, ça reste la même. Réserver. Même s'il y a des campings de débordement,
ça veut pas dire que ça va être génial. Là. On s'entend que ça va être franchement plus agréable de dormir dans un terrain de camping que sur un terrain de gravel. Que sur de la garnotte. Hey, merci Simon, content de vous avoir reparlé. Je vais ouvrir une petite parenthèse. On a essayé de réserver un chalet en Gaspésie cet été, et quand la personne, nous ne la nommerons pas l'endroit précis non plus, mais quand la personne a su que nous avions un tout jeune enfant, elle a soudainement, elle nous a recontacté pour nous dire que finalement c'était loué, et ma belle-mère a réussi à louer le même endroit 3 semaines plus tard. Donc, je pense que j'espère que le message officiel est que les petits bébés ne sont pas bienvenus en Gaspésie, mais exactement. On a trouvé ça ordinaire. On est la région avec l'âge moyen le plus élevé au Québec, et c'est pas pour rien. Ah, mon Dieu, c'est dégueulasse. Hey, merci, Simon. J'espère qu'on va s'en parler d'ici la fin de la saison. Sinon, j'ose croire que vous serez avec nous à la saison 4, mais on va essayer de se parler d'ici la fin du mois de juin. Normalement, on se parlerait de crise du logement, parce que ça n'arrive pas juste à Montréal. Hey, c'est vrai, vous me l'avez suggéré. Ben oui, c'est vrai, on se reparle. Ah, c'est le fun, une autre crise. Wow. Une autre pénurie, on en manque tellement. Merci, Simon. Bye-bye. Salut. Alors, ça fait quelques mois qu'on n'est pas retourné parler à notre ami Victor Delorme en Suède. Bonjour, Victor. Bonjour, Fred. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je pense que c'est le temps d'aller vous parler pour peut-être se consoler de ce qui se passe au Québec, puis toi, d'aller voir ce qui se passe en Suède. On rappelle, vous êtes installé à Malmö, qui est dans l'extrême sud de la Suède. Et là, je viens de réaliser que vous êtes à presque un jet de pierre de Copenhague. À un pont. Un pont. Donc, c'est votre ville. Oui, c'est votre grand centre, en fait. Oui, exact. C'est la même région métropolitaine. Parce que vous êtes à 5 heures de route de Stockholm, quand même. Et vous me confiez, Victor, vous n'êtes jamais allé à Stockholm? Jamais. Pas encore. Et là, je sais pas. Je sais pas pourquoi je ris comme ça, mais... C'est la rivalité Montréal-Toronto. Tu sais, oui, voilà. Je l'amène ici. Bon, alors on vous laisse parler. Je voulais prendre des nouvelles de ce qui se passe en Suède, parce qu'évidemment, ici, de ce qu'on entend, c'est peut-être moins pire que c'était, mais on avait l'impression que c'était la déroute totale. Et la dernière fois qu'on s'était parlé, en fait, la première fois qu'on s'était parlé, c'est comme s'il se passait pas grand-chose dans le quotidien des Suédois. Oui, il y avait la COVID, mais les gens n'avaient pas trop changé leurs habitudes. La deuxième fois qu'on s'est parlé, là, il y avait des choses un peu plus sérieuses qui s'en venaient. Et là, on en est où présentement avec la pandémie en Suède? Pas plus de mesures, ça reste stable. On pourrait expliquer un peu la situation. Je pensais parler un peu, des chiffres, mais aussi peut-être pourquoi ça reste stable, puis aussi pourquoi les différences entre le Québec et le Canada au niveau législatif, par exemple, sur la façon de gérer. C'est drôle parce qu'ici, là, entre autres sur les médias sociaux, quand on parle de la Suède, là, c'est souvent pour démontrer l'échec de l'immunité collective, ce qui était prôné par les signataires de la déclaration de Great Barrington. Là, je sais pas, j'ai pas. Avez-vous les derniers chiffres? Oui, on pourrait y aller. À peu près, actuellement, on dirait qu'on commence la pente descendante de la troisième vague. Okay. On est à peu près à 6 000 cas par jour. Combien? 6 000. 6 000 cas quand même, OK. Pour une population comparable au Québec, ne l'oublions pas. Oui, un peu plus élevée, c'est exact. Mais c'est énorme, 6 000. 5 millions. C'est énorme. Peut-être qu'on pourrait comparer à l'Ontario, si vous avez les chiffres de l'Ontario. L'Ontario, c'est 4 000, puis ils sont contents, mais c'est encore énorme. OK, 6 000 cas. OK, je pensais que c'était moins que ça. Incroyable. Oh, non. On est donc à la pente descendante. On a à peu près 25 morts par jour. OK. 30-40 personnes aux soins intensifs qui rentrent par jour. Taux de positif de 12%. OK. Bon, donc, vous êtes... Et pour vous, c'est la pente descendante de la troisième vague? Parce que des chiffres comme ça, ici, là, on se rend en panique, là. Non, on était un peu plus élevé. Il y a une semaine, je dirais, 2 semaines, on approchait presque le 8000 cas par jour. OK. Et dans la population, le climat social, comment ça se passe? Si je compare au Québec, puis je compare aux pays environnants, puis on est assez zen, je dirais. Assez paisible. Mais qu'est-ce qui explique ça, Victor Delorme? Je vais partir un petit peu législatif, les différences que je peux remarquer. Bon, encore là, je ne suis pas un spécialiste des lois. Mais on le sait. Non, mais on le sait, ça. On veut une parole citoyenne. C'est ça qui est intéressant aussi. Là. Je ne veux pas parler à un officiel, je veux parler à un citoyen. Donc, je dirais, en gros, le fonctionnement du gouvernement et les lois suédoises ne permettent pas, à la base, de couper les droits et libertés. OK. Donc décréter un état d'urgence pour suspendre certains droits, c'est pas possible.
Exact. Il n'y a pas de loi équivalente la loi, je pense que c'est la loi des mesures d'urgence au Canada, les lois de mesures d'urgence sanitaire, dépendant t'es où. Bon, ici, il n'y a pas de mesure équivalente à ça, à ce que j'ai compris. Ce qui fait qu'à la base, le Parlement ne pouvait pas légiférer au départ à cause de la pandémie à restreindre les droits. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que c'est des gouvernements avec minoritaires. Il n'y a pas un parti qui domine. C'est des coalitions, c'est des gouvernements de coalition. Donc, à la base, le Parlement n'a jamais été mis à l'arrêt ou réduit à sa plus simple expression, comme on voit un peu au Canada. Et il y a ça. Il y a aussi le fait que il y a plein de là, j'en ai énuméré quelques-unes, on peut en parler après. Il y a aussi, il n'y a pas juste une personne qui prend les décisions. Hein. On nomme pas le gouvernement au pouvoir avec le nom du chef, comme on va dire le gouvernement Legault. Hein, ça a du coup sur comment le gouvernement fonctionne. Donc ici, c'est l'ensemble. En fait, au Québec, c'est que le chef du parti qui obtient le plus de votes devient le premier ministre. Oui, mais on va même nommer, à la place de dire le gouvernement de la CAQ, on va souvent dire le gouvernement Legault, le gouvernement le gouvernement Trudeau. On va même personnifier. Oui. Parce qu'à la base, le gouvernement, c'est une équipe. Donc, ici, c'est l'ensemble des gouvernements, des spécialistes, puis c'est tous les partis ensemble qui vont prendre les décisions. Puis quand c'est pas tous les partis, c'est du moins une majorité d'eux autres qui vont appuyer les mesures. Donc, il y a des négociations constantes. J'imagine qu'il y a des partis avec des sensibilités plus à gauche, plus à droite. Et il faut que le gouvernement, dans cet esprit de coalition, en vienne à annoncer des mesures qui vont plaire ou en tout cas accommoder tous les partis. Exact. Donc, on peut imaginer, il n'y a pas de loi Bayon non plus qui passe comme ça ici. Là. Donc, on peut imaginer le temps que ça peut prendre de faire bouger un point aussi important que restreindre la liberté individuelle. Et bon, dans la population, est-ce que les gens s'inquiètent du nombre de cas? Est-ce qu'il y a un certain fatalisme? Est-ce qu'il y a des gens qui pressent le gouvernement de prendre des mesures plus musclées? En fait, oui, il y a toujours eu des gens pour demander plus de mesures et tout, mais je dirais que si on compare avec tous les pays environnants, l'Europe, le Canada, les États-Unis, c'est très, très, très zen. Il n'y a presque pas de... Il n'y a pas vraiment d'opposition, je dirais. Il n'y a pas de division. OK. Mais donc, est-ce que... Bon, parce qu'ici, on le sait, ce que le gouvernement regarde, particulièrement depuis la troisième vague, c'est les hospitalisations. Parce que le système de santé est sur le point de rupture. Est-ce que, j'imagine que la situation est différente en Suède, et est-ce que, du fait qu'elle est différente, on s'accommode, bien que j'aime pas ce mot-là quand on parle d'une vingtaine de morts par jour et de gens hospitalisés aux soins intensifs, mais est-ce qu'on s'accommode mieux du nombre de cas élevés parce que le système de santé n'est pas aussi sous pression qu'ici? Oui, mais je pense que ça, c'est toujours été comme un peu au Québec. À la base, ils disaient que le système de santé serait un peu le maillon faible. Le point à regarder, la balance à avoir si le système déborde, mais là, c'est que tout le reste va éclater. Donc, c'est un peu ça ici. Le système ne déborde pas. Il a été, on va dire, ils ont étiré à certains moments le système dans certaines régions. Mais en gros, le système tient bon. Oui, il y a des opérations qui vont être retardées et tout, mais je pense qu'il tient... j'ai l'impression que le système est en meilleure condition que le système du Québec, malgré ce qui serait pas étonnant. Bon, les mesures en place, j'imagine qu'il y a eu une adaptation, mais est-ce que les magasins, est-ce que les magasins sont encore ouverts? Est-ce qu'on est obligé de porter le masque à l'intérieur? Est-ce que les rassemblements extérieurs sont permis? Les grandes mesures, là, dans un contexte de 6 000 cas, je répète, 6 000 cas positifs par jour, quelles sont les mesures en place? Mais les mesures en place, on a eu 2 phases. On a eu à partir du mois de mars l'an passé jusqu'à décembre-janvier, puis depuis décembre-janvier jusqu'à présent. Donc, on a une première phase avec une série de mesures, on va dire, c'est rien qui est obligatoire. Hein, c'est des suggestions. Des suggestions. Donc, les premières séries étaient de suggérer de réduire le nombre de clients dans les magasins, le nombre de personnes assises au restaurant et tout. De suggérer d'avoir 1,5 à 2 mètres de distance entre les individus.
Mais il n'y avait pas plus que... Ils ont fermé ça quand aussi les cinémas, les bibliothèques ont été fermées par moment. Les musées sont toujours fermés, d'ailleurs, les cinémas aussi. Les salles sport ou les salles, on va dire, tout ce qui relève des gouvernements municipaux a été fermé, est toujours fermé, d'ailleurs, mais certains endroits ont ouvert. Ça, c'est toujours fermé. Fait qu'il y a quand même des mesures. Il y a aussi le service dans les restaurants et les bars arrête à 8 heures. OK, mais c'est encore ouvert. Malgré 6 000... Là, je sais que j'ai l'air de tomber d'une autre planète. Malgré 6 000 cas par jour, les restaurants sont encore ouverts, mais on les ferme à 8 heures. C'est les mêmes mesures qui s'appliquent depuis le début. En janvier, ils ont passé une loi pour rendre quelques mesures obligatoires. Par exemple, le nombre de personnes dans les commerces. Mais ces mesures-là étaient déjà appliquées, suggérées, puis les commerces les respectaient déjà, donc ça ne changeait pas grand-chose au bout du compte. Fait que c'est les mêmes mesures qui sont appliquées depuis le début. Je pense que la population les a assimilées. Maintenant, ça fait juste partie de la vie de tous les jours. C'est le nouveau normal. Il n'y a pas de sentiment de sécurité, de situation d'urgence. Puis les écoles? Les écoles, garderies, écoles primaires, ça n'a jamais fermé. OK. Secondaires ont été fermés par moment. Je crois qu'ils sont tous ouvertes maintenant. Moi, ce qui me fascine, un peu, Victor Delorme, c'est que vous n'êtes pas sûr. Ah, je crois qu'elles sont... Alors qu'ici... J'ai pas d'enfant. Non, mais je comprends. Mais je veux dire, je comprends, mais ici, je veux dire, les journaux martèlent, avec raison ou pas, là, je ne veux pas le critiquer, mais on le sait habituellement, à part certaines mesures, genre les rassemblements extérieurs, il y a une certaine confusion, mais on sait quand les écoles sont ouvertes ou fermées, il y a 3 points de presse par semaine, au moins 2. C'est pour ça que ça m'étonne. Moi, je le sais au Québec. Je le sais pas mal plus au Québec qu'en Suède. Ici, il faut que je fouille pour trouver des... Parce que la COVID, dans les nouvelles, c'est un point parmi tant d'autres. C'est pas le front page à tous les jours. Non, mais je comprends ici, c'est moins le cas, mais je peux vous dire qu'à 6 000 cas par jour, ça serait le front page. Il y aurait une pression sur les gouvernements. C'est pour ça que j'ai l'impression, là, on avait déjà parlé du fameux lagom suédois. Oui, mais c'est très, très lagom encore. Ça peut changer. C'est quand même fascinant. Est-ce que d'où vient... J'ai l'impression... Est-ce que les gens acceptent que les gens tombent... Parce que les gens tombent malades. J'imagine que vous avez des amis à 6 000 cas par jour, là. Les gens tombent malades. D'ailleurs, un autre Québécois que je connais ici... l'a attrapé? Tombé malade. Ouais. Bon. Mais en fait, il y a plusieurs mesures déjà en place que d'ailleurs qui sont demandées au Canada actuellement, mais qui sont en place depuis avant la COVID. On parle des mesures sociales importantes du genre... avoir des congés payés quand tes enfants sont malades. On a 120 jours par année par enfant de congés payés par l'État pour pas que tes enfants soient malades à la garderie. Donc... Oui, mais sauf que vous avez quand même 6 000 cas par jour. Je dis vous, la Suède a 6 000. Je veux dire, les congés payés n'enlèvent pas le risque d'attraper la maladie. Non, mais je crois que si le Québec appliquait tel quel les mesures de la Suède avec l'état des infrastructures publiques au Québec, le nombre de cas serait beaucoup plus élevé au Québec qu'en Suède. Parce que ici, justement, on a les... Et même moi, en tant que travailleur autonome, ils ont rajouté des congés payés. Donc, j'ai juste à dire que je suis malade. On me paye la journée. Wow. Puis, c'est vraiment pas compliqué. Pour pas que les gens soient malades, travailler malade ou que les enfants traînent ça, parce que c'est un gros problème. Si t'es malade, mais que tu n'as pas de paye, puis que tu es déjà... Au bout du rouleau, parce que tu as un salaire de marde, comme que ça existe souvent au Québec, on s'entend. Tu peux pas te permettre de manquer une journée de travail parce que tu as une toux. Ouais. Dans le fond, est-ce que les gens se font tester? Est-ce qu'il y a beaucoup il y a un suivi? Parce qu'ici, moi, on le sait là maintenant, après plus d'un an de pandémie, c'est que là, oui, on est à 1000 cas par jour. On peut à peu près dire... Les chiffres du nombre de tests, il faut fouiller, ils ne nous les donnent pas systématiquement, mais on peut présumer qu'il y a plus de cas que ça parce qu'il y a bien des gens qui ne veulent pas aller se faire tester parce qu'on leur demande de s'isoler et ils n'ont pas de congés payés. Exact. Non, ici, c'est par le fait que tu as les congés payés, les gens, ils vont se faire tester aussitôt qu'ils pensent être malades ou quelque chose. Parce que de toute façon, ils restent à la maison. Anyway, ça ne change rien pour le résultat. Ils ne vont pas être plus à la maison parce qu'ils sont positifs. Donc, le filet social fait en sorte que, dans le fond, la situation sanitaire, elle est peut-être plus précise. Là, on fait une hypothèse. Elle est peut-être plus précise en Suède parce que les gens n'hésitent pas à aller se faire tester.
Ben, peut-être qu'il y a une moins grande hésitation parce que aussi il y a une plus grande adhérence, parce que les mesures sont moins fortes. Ouais. Il y a tout un cercle vicieux de ce qui fait qu'au final, la population est moins divisée. Tu n'as pas une tranche. Réfractaires qui sont. Avec raison à certains moments. Oui, là, oui. À dire, là, on va mettre des masques à l'extérieur. Oui. Puis aussi, les gens s'écœurent. Oui, il y a une fatigue pandémique qui fait qu'on y adhère moins, bien que, là, pour l'instant, en tout cas à Montréal, on s'en sort bien. Les cas sont en baisse jour après jour. Il y a encore, faut faire attention, mais il y a l'aspect vaccination qui aide beaucoup. Et là, justement, on est arrivé avec ça. Qu'en est-il de la vaccination en Suède? C'est similaire, je dirais, au Canada, avec peut-être, si on prend les premières et deuxièmes doses, souvent en Suède, on est à peu près à 28-29% de première dose, puis 9% de deuxième dose. Okay. Donc, je crois que le taux de deuxième dose est plus élevé qu'au Québec. Oui. Le taux est peut-être légèrement inférieur de 4-5% là, de première dose. Donc, c'est similaire, je dirais. On l'a dit dans le début de votre intervention, vous êtes tout près du Danemark. Évidemment, la frontière est fermée, j'imagine? La frontière est fermée depuis presque... Elle a réouverte un peu pendant l'été. Elle a refermé après. Donc, c'est du travail à la maison pour tous ceux qui travaillent au Danemark. Puis le Danemark, la situation... je vais terminer avec ça juste pour comparer. Est-ce qu'il y a des pressions des pays limitrophes? Oui, il y a eu des pressions. D'ailleurs, les frontières ne sont pas fermées pour rien. Mais puis aussi, il y a beaucoup moins de morts, beaucoup moins de cas dans les pays limitrophes. Par contre, il y a beaucoup plus de conséquences sociales, comme on a au Québec. Je veux dire, la Suède n'est pas affectée par une vague de santé mentale. De détresse psychologique. On n'a pas ça ici. Ouais. On n'a pas une dette qui part en fou, là, comme au Canada. Là. Vous êtes rendu à 450 millions, à peu près, de milliards, mais sans compter les dettes des provinces, c'est un chiffre. Oui. Tout ça, ça va se répercuter sur les générations futures. Là. Oui, mais en même temps, il y a des économistes, entre autres les gens à l'IRIS, qui disent qu'il y a quand même il y a une certaine marge de manœuvre et il y a des déficits qui vont s'éponger. On ne rentrera pas là-dedans, parce que ça, c'est un autre débat, mais reste que... Non, mais je trouve ça fascinant quand même. On pourrait éventuellement aborder cette facette-là, mais c'est quand même complexe. Mais reste que de vous parler périodiquement, moi, je trouve ça vraiment fascinant, parce qu'on a comme... Pour aller plus loin que ça, on parlera à quelqu'un en Inde, bien que la situation est vraiment dramatique en Inde, mais moi, de parler à quelqu'un qui est dans un pays qui a 6 000 cas par jour, un pays, oui, un peu plus populaire que le Québec, mais quand même, à 6 000 cas par jour, vous me semblez quand même assez zen. La majorité, on fait notre part pour pas être trop en contact avec les gens, mais ceci étant dit, ça ne nous empêche pas de voir des amis de temps à autre, ou d'aller dehors, mais c'est pas interdit, puis c'est pas non plus c'est pas nécessairement déconseillé. On respecte les conseils donnés. Des fois, je vais prendre une bière jusqu'à 8 heures sur une terrasse dehors. Ça t'empêche de virer fou, mais d'un autre côté, si je vois qu'il y a trop de monde quand je vais à l'épicerie, je vais mettre un masque, mais c'est pas une obligation. Tu sais, non, je comprends. On fait vraiment confiance. J'ai l'impression qu'il y a un rapport avec l'individu versus le collectif là-dedans. Bien qu'on le sait que les pays scandinaves, je ne veux pas tous les mettre dans le même bain, mais un filet social. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très... On fait beaucoup confiance au jugement des individus, alors qu'ici, on présume que non. Alors, on met beaucoup de règles et on s'attend à ce que les élites politiques, les autorités contrôlent la pandémie, alors que j'ai l'impression qu'en Suède, de par sa culture, évidemment, et son histoire, on donne l'information aux gens et on les laisse réagir selon ce qu'ils pensent qui est le mieux pour eux. Il y a tout un peu de tout ça, puis un peu aussi, comme je disais, le côté législatif. Peut-être que s'il y avait eu les pouvoirs législatifs d'agir, il aurait pris les moyens plus tôt, mais étant donné que ça a pris 8 mois débattre de si il devait faire une loi qui obligerait les commerces à avoir un certain nombre de clients par mètre carré. Je comprends. Cela dit, je regarde le nombre de morts. Les derniers, en tout cas, le chiffre que j'ai, qui est le Worldometer, la Suède est à 14 000 morts. La Suède est à 14 000. Ici, on est presque à 11 000 ici. Oui, exact. Fait que
les différences sont pas énormes. Non, c'est 3000 personnes de plus quand même qui sont décédées, mais c'est vrai que froidement, là, si on analyse ça, en tout cas, je sais pas, c'est toujours fascinant de vous parler, Victor Delorme, parce que ça me challenge vraiment par rapport à... Ouais, parce que je suis pas un anti-mesure. Ah non, c'est pas ça qu'on sent, là. On se parle entre personnes intelligentes. Tout à fait. Les deux, on a deux univers culturels qui nous influencent depuis tout à fait. un an. Tout à fait. On a, au Québec, la COVID est très, très, très combattue, on va dire, de tous les côtés, médias, gouvernement. Tout à fait. C'est une guerre, là. Oui. C'est un état de guerre. Ah oui, puis on le dit. Le vocabulaire utilisé, c'est ça, là. Ici, c'est un truc parmi tant d'autres. C'est sûr qu'après un an, à être baigné dans chacun de nos univers culturels respectifs, on a nécessairement, on a des biais qui s'installent dans le cognitif, puis qui viennent, qui font développer des visions différentes, on va dire, sans nécessairement être opposées. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de te parler, Victor Delorme. Ben, ça me fait plaisir. Ouais. Ben, Victor Delorme, merci, bon courage, bien que j'ai l'impression que tout va bien quand même. C'est pas que tout va bien, c'est plus que, c'est un peu plus zen. Ouais, je comprends. Ça fait peut-être que ça aide aussi à passer au travers, avec avoir une mentale un peu plus forte. Tout à fait. Ben, merci, Victor. Plaisir. Salut. Bonne fin de journée. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois encore une fois Philippe Hurtaud. En fait, je suis encore une fois, c'est que là, vous êtes chercheur à l'IRIS, Philippe Hurtaud. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, j'essaie une fois par mois d'avoir quelqu'un de l'IRIS pour venir nous parler, de porter un regard différent sur l'économie. Je ne dois pas être le premier qui fait un jeu de mots entre l'IRIS et le regard. C'est pas la première fois. C'est pas la dernière non plus. Ah, Colin, j'étais sûr que j'avais un beau vent de fraîcheur. Bon, vous avez travaillé sur une nouvelle brochure. Oui. Et en fait, je découvre, je dois avouer qu'avec cette brochure-là que vous avez publiée cette semaine, je découvre un nouveau monde, c'est-à-dire ces indices économiques qui permettent de déterminer un revenu viable. Ça, c'est le terme que l'IRIS... En fait, c'est un indice que vous avez développé, le revenu viable, c'est bien ça? Oui, exactement. C'est un indicateur qu'on se donne pour essayer de suivre pas tant les gens en situation de pauvreté, mais suivre les gens qui en sortent. T'sais, à quel moment on commence à sortir de la pauvreté au Québec? C'est ça qui est un peu la nouveauté et la pertinence de cet indicateur-là. Oui, parce que vous n'êtes pas les premiers à faire ça. C'est que votre indice se démarque de ceux qui existent. En fait, il y en a 3 grands indices. C'est ça que j'ai appris aussi en lisant la brochure. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs indices. Des indices, celui auquel on se compare le plus, c'est ce qu'on appelle la MPC, la mesure du panier de consommation. Oui. Ça, la mesure du panier de consommation, c'est un truc qui est construit par Statistique Canada, très intéressant, qui chiffre combien ça prend dans différents types de villes, les grandes villes, les moyennes, les petites, en fonction de la réalité des ménages, une personne seule, 2 personnes, 4 personnes, etc. Bref, combien ça prend pour couvrir ses besoins de base. Ça, c'est ce qu'on fait la MPC. Donc, les besoins de base, c'est vraiment les besoins les plus élémentaires que si on n'est pas capable de les rencontrer, on est en situation de ce qu'on appelle un déficit humain, mais en fait, pour le dire bien plus simplement, on vit dans la misère, finalement. Voilà. Ça, c'est la MPC, c'est super intéressant. Ça nous permet de voir qui au Canada, qui au Québec, dans différentes villes, a le minimum vital pour vivre ou pas. Et là, on se rend compte qu'à peu près une personne sur 10 n'a pas accès à ça au Québec. Ce qui est la MPC, ça a été créé en 2002? La MPC, oui, c'est ça. Ça date déjà une vingtaine d'années. Puis c'était un peu, ça a été créé pour être capable de suivre les situations de pauvreté les plus criantes. Et après ça, on le voit, par exemple, au Québec, en 2000, on a adopté la loi pour un Québec sans pauvreté. Ça faisait partie des outils qu'on avait pour essayer de voir si on était capable d'éliminer la pauvreté ou pas. Et sinon, il y a la MFR 50 et la MFR 60. Oui, mais ça, c'est un autre type d'indicateur. MFR, c'est par rapport au revenu médian. Parce que la MPC, c'est un panier de consommation. C'est vraiment un travail. C'est quoi les besoins de base? Combien ça coûte acquérir un panier de consommation associé à ça? Donc, c'est le coût, j'ai envie de dire, réel. La MFR 50, la MFR 60, c'est un indicateur plus utilisé en termes de
de comparaison internationale. Oui. Hein? C'est-à-dire, on dit, si on veut comparer le Canada avec l'Allemagne, avec l'Argentine ou je ne sais pas trop quoi, oui. ben, il faut qu'on ait une mesure semblable, puis là, commencer à calculer des paniers de consommation équivalents à chaque pays. Oui. C'est un aria, pour dire ça comme ça. Donc, puisque les chercheurs, on est quand même foncièrement paresseux, on utilise... Ça, je savais pas ça, Philippe Berthaud. Ah oui, vous êtes foncièrement paresseux. Ben, on préfère travailler assis devant des ordinateurs. Ah oui, voilà. Donc, bref, la MFR 50 et 60, c'est 50, ça réfère à 50% du revenu médian, 60 à 60% du revenu médian. Donc, c'est un indicateur relatif. Oui, c'est ça. La MPC, c'est un indicateur réel. L'autre, c'est un indicateur relatif, c'est où est-ce qu'on se situe par rapport à une norme sociale, la norme du 50% du revenu médian ou 60% du revenu médian. Bon, reste que j'imagine que, parce que vraiment, c'est un domaine que je connais peu, les indices pour mesurer un peu la situation économique des gens, ce qu'il doit avoir dans un panier pour avoir une dignité. Parce que dans la brochure de l'IRIS, vous parlez de dignité. Puis ça, je trouvais ça quand même intéressant parce qu'on le lit moins ailleurs, ça. Oui, en fait, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on veut rentrer en dialogue avec le premier des indicateurs qu'on a parlé, c'est-à-dire la MPC. Donc, construire un truc basé sur les besoins des gens, le coût réel d'acquisition de panier de consommation. La MPC, c'est très bien, ça comprend les besoins élémentaires, c'est bon. Nous, on ajoute des éléments qu'on vient bonifier, en fait, la MPC, par exemple, avec des dépenses liées une certaine capacité d'épargne, une certaine capacité à faire des petites vacances, un peu de restaurant à l'occasion. Donc, des dépenses discrétionnaires, mais que vous jugez quand même essentielles pour avoir une vie digne. Parce que, je répète, ce terme-là, je le trouve important parce qu'on ne l'entend jamais dans ce type d'exercice-là, toujours très comptable et très froid. Oui, c'est ça. Nous, c'est la recherche d'une vie digne, puis c'est un peu ça le synonyme. Là. À partir de quand on n'est plus en situation de pauvreté, c'est quand on a les moyens de faire des choix, quand on a un peu de marge de manœuvre, finalement. Parce que comme tant qu'on n'a pas de marge de manœuvre, peu importe on se situe où par rapport à la couverture de nos besoins de base, si on est toujours serré à gorge, on reste en situation de pauvreté malgré tout. C'est pour ça que le premier, la MPC, c'est un truc très intéressant mais imparfait, parce que ça fait disparaître tout un paquet de gens. Tu sais, je le disais tantôt, c'est à peu près une personne sur 10 au Québec qui ne couvre pas ses besoins de base. Mais quand nous, on construit notre revenu viable, c'est-à-dire un seuil plus élevé, non pas de couverture de besoins de base, mais de sortie de pauvreté, là, c'est plus de 10% de la population qu'on parle, ce qui est déjà beaucoup. On parle de 17 à 18% de la population. Donc, on est capable de définir, quand on dit « Est-ce que le Québec est une société exempte de pauvreté? » Ben, non, pas pour 17 ou 18% des gens qui habitent chez nous, en tout cas. Bon, on va parler de la pandémie parce qu'évidemment, ça a eu un impact sur l'indice. Parlons-en tout de suite. Vous avez choisi quand même, si je comprends bien, d'en tenir compte, mais de quand même ne pas oublier que c'est une situation exceptionnelle. C'est comme réussir à faire... Pour la constitution de notre panier de consommation qui nous donne la mesure du revenu viable, qui est... On a décidé de garder le même panier de consommation que les années antérieures. Là, c'est vraiment pour un souci de continuité des données, pour qu'on soit capable de comparer 2021 à 2016 et à 2024 éventuellement. Donc ça, c'est un élément. Mais après, ce qu'on sait, c'est qu'avec la pandémie, c'est pas tout le monde qui est touché de la même façon. Et c'est ça qui... regardez, présentement, on est au Québec environ à... la dernière fois, je regardais les statistiques la semaine passée, on est à 56 000 personnes de moins sur le marché du travail qui n'ont toujours pas retrouvé d'emploi par rapport au niveau de gens qui étaient en emploi en janvier, février 2020. Ce 56 000 personnes-là se concentrent à 100% chez les gens qui font 20 $ de l'heure et moins, donc les gens qui sont des petits salariés, précisément les gens dont on essaie de tracer la réalité sociale, socio-économique avec le revenu viable. Pour vous donner un exemple, en termes pour une personne seule qui habite à Montréal,
un salaire horaire qui permet d'accéder aux revenus viables devrait tourner autour de 18 $ de l'heure. Donc, quand on voit que tout le monde... Pour combien? C'est ça, du temps plein toujours, 35 heures? Oui, temps plein, 35 heures semaine, c'est à 18 $ de l'heure. Donc, on voit que les gens qui n'ont pas retrouvé leur emploi dans le contexte de pandémie, c'est essentiellement les gens qui sont justement dans cette situation-là, à la frontière entre une vie exempte de pauvreté ou pas, avec, évidemment, différentes réalités. Donc, c'est ça que la pandémie, ou en fait, pas tant la pandémie comme telle, mais disons, le contexte de la relance dans laquelle on est présentement, de la reprise économique dans laquelle on est présentement, c'est une reprise qui, présentement, est en train de retravailler ou c'est un peu rendu, c'est un classique le dire, mais vient renforcer les inégalités plutôt que tenter à les faire diminuer. En fait, la reprise ne va pas nécessairement permettre à ces 56 000 personnes-là de retrouver un emploi. Non, parce que c'est pas leur secteur industriel qu'on cible. C'est ça, voilà. Donc, puis c'est au-delà des secteurs industriels, c'est aussi le constat que présentement, tant aussi longtemps que les restaurants sont fermés, que les hôtels ne fonctionnent pas comme ils devraient normalement, il y a une carence fondamentale dans tous les programmes d'aide, tous les programmes de stimulation économique, c'est qu'on laisse des gens sur le carreau. Ça marchait plutôt bien avec la PCU. Il y avait un programme là, pour qui était universel. Qui était universel, qui venait soutenir les gens. Ça, là-dessus, même les données de l'année passée nous disaient, donc, quand on va étudier 2020 a posteriori, on va dire comment ça, les inégalités ont diminué en pleine période de récession. C'est quand même contre-intuitif. Mais on se rend... Bon, puisque toute bonne chose a une fin, manifestement, la fin des programmes d'aide, ou en tout cas leur rétrécissement, fait en sorte que là, il n'y a plus de programme pour venir aider les gens qui en ont autrement drôlement de besoin. Et ça, c'est un des éléments qu'on voit avec la pandémie, un deuxième, dont toutes les distorsions du marché du travail. Un deuxième élément qui vient le mettre en exergue aussi, c'est toute la réalité des gens à l'aide sociale, qui, là, eux, sont évidemment... regardez, si une personne qui travaille au salaire minimum actuellement peut arriver à peu près à 75, aux 3/4 d'un revenu viable, finalement, ce qui est déjà donc une personne qui est un travailleur pauvre. Une personne à l'aide sociale atteint, ma foi, à peu près le tiers du revenu viable. Donc, on est vraiment très, très loin du compte pour cette personne-là. Bon, c'était pas l'objet de la brochure, mais je prends la balle au bon parce que vous parlez de la PCU, le caractère universel. Moi, je suis partisan, en fait, d'un revenu minimum garanti. On n'en était pas loin, en principe. Je sais que c'était pas ça le but, mais il y a eu quelques discussions au Parti libéral à ce sujet. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais est-ce que vous avez l'impression... Pensez-vous qu'il y avait une porte qui était ouverte et qui s'est refermée par rapport au revenu minimum garanti et la PCU en temps de pandémie? En fait, est-ce qu'il y a une porte qui était ouverte? Oui et non, au sens où le programme, là, si je me mets dans la tête là, du gouvernement fédéral, le programme a toujours été pensé pour être temporaire. Donc, pour eux, il n'y avait pas été question d'ouvrir des portes ou quoi que ce soit. Après ça, évidemment, ça vient montrer que, ça aussi, ça fait des années que plusieurs gens le répètent, une idée comme le revenu minimum garanti, le principal obstacle à sa réalisation n'est pas de nature économique ni de nature comptable, mais est de nature pas simplement de volonté politique, là, au sens que quand on veut, on peut, là, mais au sens de quel genre de politique publique on doit mettre en place pour répondre aux besoins prioritaires. Là, on a vu un exemple parfait avec la PCU. Pourquoi la PCU a été mise en place? Essentiellement, c'est pour des motifs économiques et non pas des motifs humanitaires. C'est-à-dire, si on mettait pas la PCU en place, l'économie complète du Canada allait pas simplement rentrer en récession, mais allait, ma foi, peut-être pas s'écrouler, le mot est trop fort, mais on allait passer à travers une période très, très difficile. Mais ça montre que l'outil politique est disponible. On était capable de le mettre en place. Et ça, je pense que cette porte-là n'est pas encore complètement refermée. Mais là, évidemment, c'est plus une porte qui fonctionne à la pression qu'au bon vouloir des politiciens. Mais il y a quelque chose d'intéressant, un peu, tant qu'à faire, un peu avec le même genre de réflexion nous vient quand on regarde la politique monétaire. On nous dit depuis des années qu'il ne faut surtout pas utiliser la planche à billets pour financer des déficits, financer des services publics, financer des mesures qui viennent en aide aux gens qui en ont besoin, parce que c'est ça qu'on oublie. Hein? C'est bien beau, les clés budgétaires et tout ça. Quand
on atteint l'équilibre budgétaire en laissant des gens dans une situation de pauvreté, en fait, on leur fait porter à eux spécifiquement l'équilibre budgétaire, les impacts de l'équilibre budgétaire. Quand on s'endette collectivement pour régler des situations de pauvreté, oui, on s'endette collectivement. Oui, ça pose des questions de politique publique, de finances publiques, effectivement, mais au moins, on assume les conséquences collectivement. Oui. On le pèle pas dans le cours des gens les moins favorisés de la société. Puis on le voit, encore là, même affaire, avec la politique monétaire, tout d'un coup, il est possible d'imprimer de l'argent à, mon Dieu, à plus savoir qu'en faire. Oui. Et ça n'a pas d'impact ni sur l'inflation, ni sur l'emploi, ni sa stabilité économique. On se rend compte que, coudonc, le monde n'arrête pas de tourner quand on utilise les leviers à notre disposition pour faire de l'action collective. Ouais. La PCU nous a montré ça, la politique monétaire de la Banque du Canada nous le montre encore. Donc, de ce point de vue-là, la porte n'est pas encore complètement refermée, mais évidemment... Mais c'est parce que moi, j'ai l'impression que ça va jouer... Ça va jouer dans... Je dirais pas que c'est presque protestant, tout ça, mais on se rappelle des éditoriaux, entre autres de Mario Dumont, qui disait que la PCU tuait les entreprises parce que les gens, les jeunes, surtout, on parlait des jeunes, au lieu d'aller travailler, cette espèce d'éthique du travail qui se suffit à lui-même. Juste travailler, ça nous rend meilleurs, même si c'est des job-in. Et là, le gouvernement, dans le fond, gardait les jeunes à la maison, mais finalement, ça a profité à plein de gens qui sont pas tombés dans la pauvreté extrême et dans l'indigence. Non, ben c'est ça qu'on voit aussi. Hein. Une des grandes craintes, puis ça c'est une crainte quand on parle de salaire minimum, quand on parle d'aide sociale, par rapport à la PCU, c'est la même chose, c'était on va désinciter au travail. Voilà. On va puis là, bon, si on caricature, on va se faire des générations de paresseux qui voudront plus travailler et tout. La réalité, c'est pas ça. Tout comme avec l'aide sociale actuellement, il y a personne qui dit « Hey, coudonc, m'aurais-tu à l'aide sociale regarde la grosse vie, je peux avoir le tiers d'un revenu viable avec ça. » Non, c'est ça. Après ça, est-ce qu'il y a des cas particuliers? Bon, ça, je veux bien, là, mais ça reste toujours bien juste des cas particuliers. Oui. Ce désincitatif au travail-là, on le voit pas. Mais aussi, moi, je reverrais la situation. La meilleure façon d'inciter les gens au travail, est-ce que c'est les confiner à la pauvreté quand ils ne travaillent pas ou c'est créer des conditions du marché du travail qui sont attirantes? Oui. Par exemple, en associant le salaire minimum à une politique de revenu viable, ou en tout cas à s'approcher d'un revenu viable. Oui. Là, on a sûrement là, on parle réellement d'un incitatif au travail. L'autre, ce que vous parlez dans l'éthique protestante, c'est plutôt une punition des gens qui ne sont pas tombés du bon bord du travail qu'un incitatif. Oui. Et on ne parle pas des coûts sociaux aussi à la pauvreté. En tout cas, de toute façon, ce n'est pas le but de la brochure. Je veux revenir. Oui. Bon, le revenu viable, vous le calculez pour 3 types de ménages. Oui. Qui sont lesquels? Les personnes seules, qui sont, évidemment, les personnes qui peuvent compter le moins sur, disons, l'aide gouvernementale en termes de transfert, en termes d'allocation. Donc, les personnes seules, les personnes monoparentales avec un enfant en jeune âge et les couples avec 2 enfants en jeune âge, là, toujours avec des enfants en CPE. Donc, c'est quand même des cas particuliers. On ne peut pas le généraliser à toute la population, mais ça nous donne une assez bonne idée. Puis, pour vous donner, regardez, pour les personnes seules, on parle dans les localités les 7 localités qu'on a étudiées, là, Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières et Sept-Îles, ça va entre 24 et 32 000 $ en termes de non pas de salaire, mais vraiment le revenu disponible, le revenu après impôt dans les poches des gens pour acquérir le fameux panier là, qu'on a défini comme étant qu'on associe à un niveau de vie digne. Oui. L'endroit où... ce qui m'a étonné, c'est Sept-Îles, où le revenu viable qu'on doit avoir est le plus élevé dans les 7 municipalités. Comment on l'explique? Sept-Îles, en fait, ça explique, c'est à chaque année un peu la même question qu'on se fait poser. Ça s'explique par les coûts de transport. C'est assez simple, en fait. Ça, c'est une chose qu'on oublie souvent. Oui. Quand on parle en termes de transport, on parle en termes de transport collectif. On en parle souvent, dans une optique environnementale, de lutte au changement climatique, ce qui est tout à fait juste, évidemment. Mais on oublie que du transport collectif, c'est surtout une mesure qui vient en aide aux personnes vulnérables. Pas surtout, mais je veux dire, c'est une mesure de lutte à la pauvreté très concrète et très réelle. Regardez, à Sept-Îles, il n'y a pas de transport collectif digne de ce nom, puis c'est une ville, assez étalée. Fait que, c'est pas... il faut avoir un automobile pour se déplacer. Et même 2, possiblement, pour une famille avec deux parents, 2 enfants, exactement. Ça prend 2 voitures. 2 voitures. Mais là, et c'est pour ça que même pour notre cas type d'un couple avec 2 enfants,
on inclut 2 voitures, ce qui n'est pas le cas, par exemple, à Montréal. On dit un couple avec 2 enfants peut avoir une voiture et l'autre parent se déplace en métro, c'est bien correct. Mais à cette île, c'est pas possible. Puis une voiture, regardez, juste le dire bien concrètement, le coût d'amortissement d'une voiture d'entretien moyen tourne autour de 7 000 quelques dollars par année. Quand même. Le coût d'une passe de métro ou d'autobus là, à Montréal, Québec, Sherbrooke, c'est 1 000, 1 200 dollars par année. La différence de coût, pour répondre aux mêmes besoins, là, déplacer du point A au point B, aller travailler, bon, tout ça. Donc, à salaire égal, à coût d'habitation équivalent, à coût de panier d'alimentation équivalent, juste le fait d'habiter dans une ville où est-ce qu'il y a un système de transport en commun digne de ce nom, ben, pour une personne à faible revenu, c'est 6 000 $ de moins que je dois aller gagner sur le marché du travail. C'est énorme. Pour atteindre la même dignité de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis même, on pense là en termes de développement du transport en commun, toutes les discussions, mon Dieu, moi j'ai 38 ans, puis je pense que ça fait depuis que je suis né qu'on parle du prolongement de la ligne bleue quelque chose comme ça. Quand c'est précisément des quartiers là où les gens en ont réellement le besoin, où l'impact serait le plus grand, puis il a presque fallu qu'on attende, ma foi, 3 décennies pour y arriver. Là. Oui. Puis on ne parlera pas du REM, qui n'est pas, une mesure de transport collectif. Dans le plus noble sens du terme. Ben, disons que quand on réfléchit au REM, on se dit, OK, on veut développer du transport collectif, c'est bien, ça a un impact sur l'environnement, c'est bien. Où se trouvent les populations les plus démunies à Montréal? Est-ce qu'ils se trouvent sur le parcours du REM ou est-ce qu'ils se trouvent ailleurs? Je pense que poser la question, c'est un peu y répondre. Et donc, est-ce que c'est vraiment prioritaire d'un point de vue social faire ça? C'est bien le fun de relier l'aéroport au centre-ville, là, mais disons, en termes de besoins sociaux, effectivement, on pourrait penser que d'autres trajets auraient pu être priorisés. Bon, vous le dites dans la conclusion de la brochure, l'idée derrière le revenu viable, entre autres, c'est d'être capable de considérer en fait que les pouvoirs publics prennent les bonnes décisions pour améliorer les revenus des plus démunis, ou en tout cas des populations les plus fragiles. Est-ce que vous avez l'impression que ces indicateurs-là, le vôtre et ceux qu'on a parlé tantôt, atteignent leur cible? Parce qu'on parlait de la loi sur la pauvreté qui a été adoptée au début des années 2000. J'ai l'impression que c'est une loi qui n'a pas dedans, en fait, qui est plus symbolique qu'autre chose et qui ne presse pas le gouvernement d'agir de la bonne façon. Peut-être que je me trompe, mais j'ai cette impression-là. Non, ben effectivement, là, malheureusement, c'est une loi bonbon, là, où est-ce que tout le monde a voté unanimement pour, mais n'a jamais eu la volonté de faire quoi que ce soit par la suite. Ça, bon, c'est la vie parlementaire qui veut ça des fois. Mais les indicateurs en eux-mêmes, on va s'entendre, là, on peut développer l'indicateur le plus parfait. C'est un outil essentiel, mais c'est pas ça qui fait la job. Là, nous, comme institut de recherche, on est capable de fournir un indicateur pour dire, à partir de maintenant, on est capable de tracer une ligne entre ce qui relève de la pauvreté, ce qui n'en relève pas, puis on est capable de faire apparaître justement toute la zone grise qu'on ne voyait pas différemment. Si on sait qu'il y a 10 % des gens qui n'ont pas leur besoin de base de couvert, on ne savait pas qu'il y avait 17-18 % qui vivaient dans une situation de pauvreté. Maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on agit? Ben là, évidemment, ce n'est pas simplement l'existence d'un indicateur qui va faire en sorte que tout d'un coup, à Québec, les gens vont se réveiller, mais ça fait partie de l'équation pour à la fois la prise de conscience, à la fois réfléchir intelligemment, objectivement à un problème, puis après ça, bien évidemment, développer des solutions en conséquence. Bien, Philippe Hurtaud, merci. Chercheur à l'Institut de recherche et des formations socio-économiques. Évidemment, on va mettre la brochure, le lien pour pouvoir la télécharger et la lire sur la page de la balado. Merci. Je suis toujours très heureux de vous avoir à chaque mois. Je pense que c'est important de parler d'économie et de le faire aussi avec des paramètres différents de ce qu'on entend habituellement. C'est pour ça qu'il n'y a personne de l'IADM qui vient parler à la balado. Bon, ben ça fait plaisir. Merci, à bientôt. Bye. Alors, on retrouve avec toujours un plaisir renouvelé. Je sais, je le dis pour tous les chroniqueurs et les chroniqueuses de cette balado, mais c'est sincère. Simon Jaudoin, bonjour. Salut Fred, je sais que pour moi, c'est vrai. Contrairement aux autres. Bon, on va faire une petite virée québécoise encore. Ces capsules-là sont toujours... moi, en tout cas, ça me fait toujours du bien. Mais avant, je veux juste souligner une chronique que vous avez faite au 15-18 cette semaine sur Charlotte Cardin, que j'ai trouvé bien intéressante et un peu peut-être dissonante par rapport à la
la chorale Tony Truante qui accueille le nouvel album de Charlotte Cardin. J'ai rien contre Charlotte Cardin, absolument pas. C'est pas mon genre de musique. Sauf que j'ai bien aimé votre réflexion sur le rapport de la marque Charlotte Cardin à l'international versus son côté francophone. Je trouvais que c'était une chronique intéressante. Peut-être rappeler les grandes lignes? Oui, en fait, ce que je disais, c'est que, évidemment, sur son album, il y a une seule chanson en français, puis ensuite, ça, c'est pas la première, et puis chacun fait ce qu'il veut. Tout à fait. Elle pourrait bien chanter en espagnol, mais c'est certain que d'un point de vue collectif, lorsque je vois quelqu'un qui a tant de talent, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je la suis depuis longtemps. Oui. C'est la première personne qu'on avait mis en première page du magazine Voir, quand on a lancé le magazine mensuel. C'est vrai, ben oui. Oui, et il y avait, moi, évidemment, comment dire, j'ai toujours trouvé son travail intéressant et sa démarche intéressante, partie d'un grand spectacle, grand public comme La Voix, mais qui a su garder une démarche peut-être un peu plus alternative pour si ce mot-là peut encore dire quelque chose, mais c'est vraiment sur les médias sociaux. Elle n'a pas lancé un album tout de suite en sortant de La Voix, comme on fait souvent. Elle compose ses chansons aussi, il faut quand même le dire. Oui, tout ça. Donc, j'aime beaucoup sa démarche. Je trouve la production d'une grande qualité, mais c'est ça, je trouve. Et c'est pas pour juger ses choix personnels. C'est certain que je trouve que collectivement, lorsque je vois un grand talent comme ça, s'exprimer presque exclusivement en anglais pour des raisons qui lui appartiennent, mais aussi dans les communications qui suivent. Et c'est ça que je trouve le plus agaçant. C'est comme si toute cette communication qui est faite, les événements en ligne, sur Twitter, ces communications sur les médias sociaux, c'est comme si j'ai pas le choix de me sentir étranger. Moi, je suis un francophone. Oui, tout à fait. Non? Alors, ça m'agace un peu. Ça m'attriste, en fait, plus que ça m'agace. J'ai l'impression qu'on perd... pour moi, ça pourrait être Pauline Julien, ça pourrait être, c'est une grande voix, je trouve. Je veux pas non plus lui faire porter des épaulettes qu'elle ne voudrait pas porter. Non. J'ai le sentiment que collectivement, ça pourrait être une ambassadrice, même si j'aime pas que les artistes se transforment en acteurs d'hygiène sociale. Mais c'est ça. Ça m'agace un peu. Mais j'invite les gens à aller réécouter cette chronique-là. C'est à l'émission 15-18, animée par Annie Desrochers. Je trouvais que la réflexion est intéressante, surtout que cette semaine, il y a eu un matraquage quand même très encenseur sur cet album-là. Il y a même Émilie Côté de La Presse qui, dans sa chronique, elle n'est pas aussi dithyrambique, mais dans son tweet, elle écrivait un des plus grands albums pop de l'histoire qui sort du Québec. Je trouvais que c'était fort en café un peu, pour utiliser une expression que vous utilisez souvent, et je suis allé lire, c'est drôle, parce qu'au même moment, je lisais le texte d'Alain Brunet sur Panem 360, sur l'album, qui disait que effectivement, c'est un bon album pop. Lui, et je trouvais intéressant qu'il ajoutait que ça va être difficile d'aller au-delà de ça. En tout cas, lui disait que c'est pas la première à faire un grand album pop dans le circuit mondial de la pop, et que c'est difficile d'aller au-delà de ça. Lui mettait, il disait que j'ai hâte de voir ça, puis il parlait aussi d'une réalisation assez générique de Jason Brando. Je suis allé écouter l'album. C'est sûr que je suis pas le consommateur type de ce type de pop. Je trouve que c'est bien fait, mais de là à parler un des plus grands albums pop de l'histoire, je trouvais que c'est très québécois, ça, des fois aussi. On est content. C'est drôle parce que j'ai l'impression aussi que c'est comme une célébration justement, on s'extrait de notre côté québécois pour aller dans la grande chorale de la pop mondialisée. Et Charlotte, on espère tous qu'elle va réussir ça. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans toute cette enflure-là. Et j'espère que ça va pas nuire à son album de tout de suite l'encenser et de le laisser vivre un peu. En tout cas, je trouvais que c'était... ça m'étonne toujours, ces phénomènes-là. Et je trouvais intéressant... Un côté peut-être un peu familial, comme la jeune fille qui sort de notre giron et on lui souhaite tout le succès. Peut-être qu'il y a là-dedans une espèce d'idéal collectif de nous-mêmes, nous extraire de notre petitesse. De s'extraire de nous-mêmes. Malheureusement, Dieu se le sait que moi et vous, on n'est pas tout à fait là-dedans, parfois, quand on parle de l'objet culturel, de certains objets culturels, en tout cas. Mais je trouve intéressant, puis j'invite les gens à aller écouter votre chronique. De toute façon, c'est pas pour ça que vous êtes là aujourd'hui. En fait, c'est même la démarche inverse, c'est-à-dire de retourner au Québec. Ben oui. avec ces capsules touristiques qui font vraiment toujours du bien.
Ben oui, ben écoutez, même, je vais vous faire passer un peu par l'Ontario, ce qui fait que vous pourrez dire quelques mots en anglais si ça vous chante. Ben oui, dans les découvertes que j'ai pu faire l'été dernier sur les routes de Tour du Québec, donc ce projet qui me mène un peu partout, il y a un endroit que j'ai vraiment beaucoup apprécié et ça se situe dans une région où j'aime retourner, où je ne retourne pas assez souvent. C'est le parc Opémican au Témiscamingue. Je sais que vous aussi, vous aimez bien cette région. Que je connais pas assez, je connais plus l'Abitibi, qu'on confond souvent, mais pour y être passé l'an dernier, c'est vraiment une région magnifique. Oui, et ça, c'est intéressant que vous le disiez, Fred, c'est que on dit Abitibi-Témiscamingue. J'invite quiconque à regarder une carte du Québec et à regarder l'ampleur de ce territoire-là. Et vraiment, ça n'a presque aucun bon sens que ce soit deux régions en une seule. Et c'est deux régions complètement différentes. Oui. Certainement, le Témiscamingue aussi agence des paysages forestiers dans le secteur du parc, notamment, mais aussi des paysages agricoles. Tout à fait. Et moi, pour me rendre là, j'aime beaucoup passer par la rivière des Outaouais et donc par l'Ontario. Évidemment, vous pourriez passer par la route qui longe la rivière des Outaouais, le petit pèlerinage, par la route qui passe par Carillon, Grenville, Montebello. Vous pourriez faire tout ça. Ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Sinon, bien, vous passez évidemment par la 417 qui va devenir la 17 un peu après Ottawa. Donc, c'est 566 km de chez moi, un petit 6 heures de route. Vous pourriez passer par l'Abitibi aussi, faire le tour, passer par, évidemment, les Laurentides et la Vérandrie, et en fait, moi j'étais parti de Rouyn. Oui, c'est la dernière fois qu'on était allés ensemble, je crois. Vous étiez revenu avec God. Au FME. Et j'étais parti de Rouyn pour revenir en passant par la Témiscamingue et revenir par Ottawa. C'était une longue trotte, on n'était pas pressé, mais c'était magnifique, vraiment. Ouais, moi, j'aime bien passer par la 417 et ensuite la 17 parce que ça change le rapport géographique au Témiscamingue parce que c'est bel et bien à l'est. Le Témiscamingue. On a l'impression qu'on s'en va dans le nord, mais c'est pas vraiment plus au nord que la ville de Québec, par exemple, géographiquement. Donc là, on longe donc cette route, la rivière des Outaouais, évidemment, rivière légendaire, frontière naturelle avec l'Ontario. Faire une petite pause à Deep River, il y a une jolie marina. On continue la route. Donc, vous avez 6 heures pour vous rendre. À Mattawa, vous quittez la 17 pour prendre la 533, un ancien chemin forestier. La première fois que j'y suis allé, moi, il y avait encore des bouts en garnotte là, sur cette route-là. Et quand je suis allé l'été dernier, ça se navigue très bien, c'est pavé, tout ça. Donc, la 533, ça viraille pas mal. Et là, on a vraiment l'impression, ce qui est intéressant avec un trajet comme celui-là, c'est qu'on a vraiment l'impression, je ne veux pas le dire de manière péjorative, mais d'aller un peu nulle part. On se sent vraiment aspiré dans un univers forestier. Et quand vous arrivez, vous retrouvez la rivière des Outaouais, avec cette fameuse usine Tembec et ses cheminées. Et là, il y a le pont qui vous ramène au Québec. Là, il y a un sentiment vraiment d'avoir fait du chemin, d'être loin et d'être encore, je vais reprendre le sentiment d'être peut-être un peu étranger, de ne pas... c'est pas naturel, en tout cas certainement pas pour les Montréalais, de se retrouver là comme ça. Et la première fois que j'y suis allé, moi, j'étais allé jouer de la musique, ça fait 20 ans, à Ville-Marie, et j'étais vraiment tombé en amour avec la région. Donc, l'été dernier, j'y suis retourné pour aller à ce fameux parc Opémican. Et c'est vraiment magnifique. C'est le dernier né des parcs nationaux du Québec, le parc Opémican. Fondé en 2013, mais inauguré officiellement en 2019. C'est ses premières saisons d'activité pour les visiteurs. C'est ce qui est intéressant, c'est que c'est en constante évolution. Opémican, selon la commission de toponymie en langue algonquine, ça signifie à côté du chemin suivi par les Indiens. Là, c'est vraiment, je vous ramène le texto, ce qui est écrit dans la commission de toponymie. Non, mais c'est le lieu où on passe, où on s'arrête, il y a un chemin. C'est que cette pointe-là, la pointe Opémican, ça se situe à la jonction du lac Témiscamingue et de la rivière des Outaouais. Le lac Témiscamingue, encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait connu pour l'ensemble de nos concitoyens, mais c'est
Puis c'est une immense étendue d'eau, c'est 108 km de long. Et c'est ça qui est intéressant avec ce parc-là, c'est qu'il donne accès à ce territoire-là. Bon, évidemment, il y a eu plein de tractations, tout ça. C'était avant un territoire un peu sauvage, donc coupe de bois, utilisation par les locaux, tout ça. Quand on arrive pour faire un parc, c'est pas si évident que ça. Ouais. Évidemment, des gens qui avaient déjà accès, qui pouvaient chasser, pêcher, bon, qui peuvent en dire, avoir des objections, tout ça. Ouais. Toujours est-il que maintenant, c'est devenu un joyau régional. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est appelé à se développer. Ouais. J'y ai passé 2 jours l'an dernier et franchement, j'aurais pu y passer une semaine. C'est vraiment magnifique parce que les sentiers qui longent le lac, là, il y en a quelques-uns. Et Ambroise Lick, celui qui est directeur, il est directeur de ce parc-là, mais aussi du parc d'Aiguebelle en Abitibi, près de Rouen. Bien, il me parlait, il y a 35 km de sentiers qui sont en développement aussi. Oui, oui. Alors, je vous invite simplement, si vous regardez une map, allez voir la map Google comme ça, là, un peu près de Témiscamingue, vous allez voir le parc national d'Opémicane et vous allez voir qu'il y a tout le secteur de la pointe Opémicane, donc, et il y a ensuite le secteur de la rivière Kipawa. Vous allez voir qu'il y a tout un grand secteur qui est à peu près pas développé en termes d'infrastructure pour y avoir accès de manière facile. C'est-à-dire qu'on peut y aller en canot, on peut camper sur des îles, tout ça, mais c'est vraiment un territoire d'expédition. Ouais. Toujours est-il que pour les gens comme vous et moi, en tout cas, je veux pas sous-estimer vos... allez-y. Je veux pas sous-estimer vos talents pour l'aventure sauvage, Fred, mais en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de plaisir à me promener sur les sentiers qui sont autour de la pointe. La pointe, d'ailleurs, est intéressante et il faut que je vous le dise, parce qu'il y avait là un ancien, ce qu'on pourrait dire un camp de drave, une ancienne chalouperie. C'était un lieu où on s'arrêtait et où les draveurs, s'installaient. Ouais. Et il y avait une auberge. C'était l'auberge Jaudoin. Ah ouais, mon Dieu! Ben oui, et peut-être est-ce pour ça que j'ai une connexion naturelle avec ce territoire. Et sur cette pointe où il y a la fameuse auberge, l'ancienne chalouperie, une forge, les bâtiments sont encore là. D'ailleurs, en restauration. Ouais, ce qui est intéressant dans ce parc-là, c'est qu'on a vraiment le secteur, l'aspect préservation de la nature. Évidemment, c'est la mission première de la CEPAC, mais aussi une préservation patrimoniale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces bâtiments-là. C'est fascinant. On se rend jusqu'à cette pointe où les bâtiments sont encore là, cette fameuse auberge Jaudoin. Et comme je vous dis, c'est en développement. Moi, quand j'y suis allé, bon, il y avait encore des plywood dans les fenêtres, encore en train de rénover, mais ça demeure très beau quand même. Et il y a une jolie plage, fort rafraîchissante. Je vous dirais que l'eau en pleine canicule, c'est sans doute fort apprécié. Moi, je me suis baigné beaucoup, mais et il y a tous les sentiers qui se promènent comme ça dans le secteur de la pointe Opémicane. Et ce qui est intéressant, c'est que le lac est très bas par rapport aux falaises. Donc, ça fait qu'on peut monter et on voit vraiment le lac d'en haut. Wow. Et ça donne un paysage. Tu sais, comment dire, ça rappelle un peu l'océan, si tu veux. Tu sais, quelque chose. Et du côté de la... Je suis allé me promener aussi du côté du secteur de la rivière Kipawa, où il y a une jolie chute où on peut aller se promener. Et il y a un sentier, donc il y a des sentiers qui font la paroi aux faucons. Et là, j'ai toujours de la misère avec ce mot-là, l'Inukshuk. Donc, un sentier où on se promène et on va jusqu'à un Inukshuk. Et vraiment, c'est en falaise et on voit le lac en bas. Et c'est vraiment des paysans, c'est des paysages magnifiques qu'on ne soupçonnerait peut-être pas. C'est-à-dire que souvent, on s'enfonce en forêt, on va faire un sentier, tout ça. Mais là, vraiment, la dimension de ce plan d'eau, de ce cours d'eau-là, c'est vraiment hallucinant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est en développement, on voit vraiment le travail pour donner accès à ce territoire-là. Donc, on voit, on se rend, et c'est appelé à évoluer. Donc, moi, j'y suis allé l'été dernier, je me suis promené, j'ai eu beaucoup de plaisir. Comme je te dis, je serais resté certainement 2, 3, 4 jours de plus. Là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des nouveaux sentiers qui vont les bâtiments vont être restaurés, tout ça. Donc, il y a vraiment un travail, comment dire, de sauvegarde, un travail patrimonial, un travail archéologique, et c'est intéressant. Mais là, quand vous dites que vous êtes resté 2 jours, donc c'est avec une... Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a c'est des terrains de camping, genre c'est du camping sauvage, on amène sa tente, ou il y a des endroits aménagés déjà comme on peut voir dans d'autres parcs? Non, c'est magnifique. Ils ont aménagé des campings et vous m'amenez exactement là où je voulais aller. Bon, pour cet été, je vous dirais que ça serait difficile. Là. Je parlais avec Ambroise ce matin, justement, pour lui poser quelques questions. Et bon, c'est plein en ce moment à 90% là, pour l'été prochain, comme dans beaucoup de parcs. Dans tous les secteurs d'activité qui rament un peu avec la pandémie, je vous dirais que celui des parcs nationaux n'est pas concerné. Eux, ils ont un succès fou.
Le parc au Pemmican, je dirais qu'il y a même, à la limite, un petit buzz autour de ça. Et c'est certain que, bon, dans la mesure où tous les gens se demandent un peu qu'est-ce que je vais aller faire au Québec, bon, toujours aller s'entasser. J'encourage évidemment tout le monde à aller se promener en Gaspésie ou ailleurs, Charlevoix ou sur la Côte-Nord, mais évidemment... On va parler tantôt, c'est drôle, vous disiez ça, parce qu'on va parler à Simon Carmichael, qui est notre antenne en Gaspésie, puis c'est son sujet, justement. Qu'est-ce que la Gaspésie va faire avec le camping, en fait, et l'arrivée ou pas de voyageurs, et c'est pas tout à fait la même démarche de ce que j'en sais déjà, là. Ben, c'est ça. Et donc, c'est intéressant, en tout cas, que pour certains d'entre nous qui pourraient se dire, ben, pourquoi je n'irais pas à un endroit où je ne suis jamais allé au Québec? Le Témiscamingue est un de ces endroits-là. Donc, oui, pour répondre à votre question, il y a des campings, il y a des prêts à camper, justement, qui sont vraiment très beaux. Ça, c'est mon genre, ça. Ah ben justement, bon alors je vous sous-estimais vraiment sur votre désir d'aventure périlleuse. Moi, j'ai de l'aventure, je suis capable d'en prendre, mais il faut que je sois quand même capable de faire mon espresso le matin. Oui, ben c'est ça, exactement. Et éventuellement, vous concoctez un apéro kombucha le soir avec des bas de laine. Sur le feu. Donc, oui, ben justement, dans le coin de la paroi au Faucon, il y a des prêts à camper. C'est hallucinant où on voit le lac en bas. Là, les terrains sont magnifiques. Il y a des campings qui ont été aménagés dans une pinède. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on voit très bien comment, avec quel doigté on doit, parce que c'est certain que quand tu arrives et tu dois installer un parc national, c'est certain que tu vas couper des arbres. Oui. Donc, il y a comme une espèce de paradoxe entre vouloir protéger l'endroit et y donner accès, mais le dénaturer aussi un peu. C'est inévitable. Il faut faire des chemins. Donc, ils ont installé des campings dans une pinède. C'est vraiment joli, c'est vraiment beau, c'est paisible, mais malheureusement, là, comme je vous dis, c'est plein, ce qui ne vous empêche pas, par ailleurs, d'aller d'aller profiter du parc une journée, un après-midi, un jour ou deux. Moi, la petite ville de Témiscamingue, je la trouve fort sympathique. C'est là que j'habitais, moi, l'été dernier. Donc, on avait loué un appartement hôtel, parce qu'on était toute une petite équipe pour faire un tournage vidéo. Mais vous pouvez vous poser à Témiscamingue, vous êtes à 15 minutes, mais même à Ville-Marie, vous êtes à 35 minutes. Hein. Donc, très sympathique, Ville-Marie. Oui, c'est très sympathique. J'en profite aussi. Il y a cette fameuse foire alimentaire à Ville-Marie qui se tient l'été. Normalement, l'an dernier, ça n'a pas eu lieu, mais c'est vers la mi-août. Donc, une espèce de foire alimentaire, une espèce d'exposition de toutes les merveilles du terroir, de la culture et de l'agriculture de la région. Là, juste avant ma chronique, j'ai posé la question sur leur compte Facebook à savoir si ça allait avoir lieu cette année. Ils me disent qu'ils sont en train de regarder les options pour voir ce qui va être possible cette année, mais c'est à la mi-août. Alors, pourquoi ne pas? Mais ça peut s'installer dans un plus long voyage. Et là-dessus, j'insiste vraiment. Je sais que vous partagez mon amour de l'Abitibi et du Témiscamingue. J'aime beaucoup aller me promener là. Et vraiment, il faut faire ça une fois dans sa vie. Lorsque vous partez de Témiscamingue et vous roulez justement vers Ville-Marie, Notre-Dame-du-Nord, tout ça, et vous remontez la route, c'est vraiment beau. Vous avez cette espèce de vallée, justement, de la rivière des Outaouais, du lac Témiscamingue, qui devient une vallée agricole. C'est des paysages magnifiques. Moi, je retournerais juste virailler dans ces rangs-là et dans ces routes-là pendant une semaine. Et je trouve, Simon Jodoin, au Québec, je trouve que c'est dans ces deux régions-là, mais peut-être particulièrement l'Abitibi parce que je la connais mieux, mais je trouve les ciels sont gigantesques. C'est magnifique. Mais ils sont vraiment... il y a beaucoup de ciel. Oui, il y a des arbres, tout ça, mais il y a beaucoup de ciel et ça me frappe. À chaque fois que j'y vais, c'est toujours ça qui me frappe, c'est qu'on a vraiment une impression d'être partie prenante d'un grand tout. Tout à fait. Est-ce cet effet justement de plaine agricole du côté du Témiscamingue, même en Abitibi, les couchers de soleil forestiers, c'est magnifique. Aussi, et j'invite vraiment les gens à regarder une petite la carte, là, d'aller sur les empires médiatiques que sont Google Maps et de regarder ce que vous avez entre la route qui monte par la réserve de la Vérandrie, tout ça vers l'Abitibi, et la rivière des Outaouais. Regardez-moi ce territoire-là. Il n'y a pas grand monde qui mette les pieds là. Non, mais c'est vrai. Il faut le faire. Il faut le faire, il faut aller voir, et c'est vraiment beau. Donc, alors pourquoi pas peut-être un petit voyage, qu'on va faire une grande boucle. D'ailleurs, cette fameuse rivière des Outaouais, vous
vous allez la retrouver. Vous savez, en descendant la 117 par le parc, vous avez une halte routière sur le bord de la rivière des Outaouais. L'an dernier, cette halte routière-là, c'était carrément un camping, mon vieux. C'était... Ah oui, il y avait des gens qui dormaient là. Mais toujours pour dire que cette boucle-là, c'est intéressant parce qu'on peut faire justement une boucle. Donc, on se rend au Témiscamingue. Vous pouvez le faire dans les deux sens. Moi, j'aime bien le faire en commençant par le Témiscamingue. La route qui part de Témiscamingue pour monter jusqu'à Ville-Marie, dans cette direction-là, elle est vraiment magnifique. Et aussi, donc, ce parc qui devient un peu un joyau régional et qui donne une raison de plus de s'arrêter dans la région. Je pense que c'est précieux pour eux aussi. Et on a vraiment l'impression de faire une espèce d'exploration un peu forestière et exotique. Donc, je vous encourage vraiment à vous y intéresser. Et je vais mettre, comme d'habitude, une galerie photo sur le compte Facebook de Tour du Québec. Je mets la galerie photo. Allez voir ça. C'est vrai. Ça va vous donner envie, c'est certain. Surtout que là, avec ce petit printemps là, qui nous dégèle le confinement un peu, je sais que ça grouille pas mal dans les jambes de bien des gens. Donc, beau voyage. Faites-vous vacciner et partez. Ben oui, ben là, moi, je suis dans les prochains, là, et je vous dis presque mon âge, mais là, la semaine prochaine, je vais pouvoir y aller, là, me faire vacciner. Moi, j'ai déjà ma première dose AstraZeneca. Et j'aurai la prochaine au mois d'août. Fait que peut-être qu'après... Parce que vous êtes un travailleur de la santé, vous, on sait, avec votre podcast, vous donnez des soins aux auditeurs. Des soins, oui. Je soigne le moral des gens. J'espère, en tout cas. Hey, merci, Simon. Ben, ça fait plaisir, Fred. Salut. Alors voilà. C'est un 32e épisode qui est en boîte. Merci encore à Larry Dufresne qui me donne un fier coup de main à la co-réalisation de cette balado. Merci à Andréane Obansawin. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui dans cet épisode. Hélène Faradji, Victor Delorme, Simon Jaudoin, Simon Carmichael et Philippe Hurtaud de l'Iris. La semaine prochaine, épisode spécial avec Godefroy Laurando qui s'est penché sur la vie de son grand-père, André Laurando. On a souvent fait des blagues avec ça. Rappelons que Godefroy ne l'a jamais connu, malheureusement. Il est décédé quelques années avant la naissance de Godefroy. Et Godefroy, je lui ai suggéré de se replonger dans l'œuvre intellectuelle d'André Laurando et cette époque-là. Je pense que ça va être bien intéressant. En tout cas, je lui ai parlé au téléphone cette semaine, t'es bien excité. Donc, ça va être intéressant. Épisode spécial. Je prépare aussi d'autres épisodes. J'aimerais encore une fois vous présenter des auteurs et des auteurs. Je travaille là-dessus, entre autres. Je sais que c'est toujours apprécié quand, entre autres, j'ai parlé à Robert Lalonde et à André Major. C'est toujours à peu près les épisodes, ou presque, où je reçois le plus de commentaires. Je vous l'ai dit en introduction, il va y avoir une saison 4. Et j'aimerais ça, peut-être, revamper le thème musical de la balado. Et je lance un appel à ceux qui bidouillent un peu avec leur console de son, s'ils ont envie de m'aider à revamper cet indicatif sonore, ça serait vraiment cool. Je pense que ça serait parce que j'aimerais aussi revamper la balado un petit peu. Je sais que quelquefois les auditeurs et les auditrices m'envoient des suggestions, mais encore une fois, développer ce projet-là et vous offrir toujours mieux. Voilà, alors c'est ce qui m'anime ces temps-ci entre deux changements de couche. Voilà, alors si vous avez des suggestions, si vous avez envie de vous y attaquer et de changer le thème, de le revamper, je serais très, 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 très preneur pour des suggestions. De toute façon, je vais vous en reparler, c'est certain. Donc, on devrait terminer la saison autour du 19 juin. Il y a des petits trucs intéressants qui s'en viennent cet été parce que je ne veux pas prendre une pause de 2 mois. Et il y aura des choses que je vais vous annoncer bientôt. On va essayer des choses avec Godefroy, entre autres. Et pour ce qui est de l'espace privilège, pour les épisodes dédiés aux gens qui supportent le projet, il va en avoir d'autres aussi. Il va en avoir d'ici la fin de la saison, mais il va en avoir cet été aussi. C'est promis. Donc voilà, je vous prépare mentalement pour les semaines à venir. Faites attention à vous, prenez vos rendez-vous, allez vous faire vacciner. Je sais que c'est pas quelque chose que j'ai besoin de répéter beaucoup dans la clientèle qui nous écoute. Je reçois peu de messages de complotistes, mais voilà. La pandémie va bientôt s'achever. On va retourner sur la route aussi cet automne. J'ai repris contact avec des gens qui ont hâte qu'on aille visiter. Voilà. Alors oui, la saison se termine, mais j'ai en tête beaucoup de projets pour la prochaine saison. Allez, bonne semaine tout le monde. À bientôt.